L'histoire commence lors d'une nuit pluvieuse, où un homme inflige une raclée à une petite fille nommée Suzune, sous les yeux d'un jeune garçon paralysé par la peur. Après cela, l'homme emmène la fillette et l'enferme dans une pièce. Un peu plus tard, le garçon, nommé Junta, court à la recherche de Suzune, mais en ouvrant la porte, il découvre qu'elle n'est plus là. Désespéré, il part à sa recherche et, en la trouvant, s'excuse auprès d'elle, regrettant de ne pas avoir agi plus tôt. C'est alors que l'on remarque que la fillette a un œil rouge bandé. Elle lui conseille de l'oublier et de rentrer chez lui. Cependant, Junta la prend par la main et décide de fuir avec elle. Il trouve refuge dans un temple en ruine, mais le froid est insoutenable. Heureusement, un homme errant les découvre. Voyant qu'ils sont seuls, il décide de les emmener avec lui. Le lendemain, lorsque Junta se réveille, ils arrivent dans un village construit pour abriter des forgerons, réputés pour manier d'énormes soufflets afin de forger des katanas. À leur arrivée chez l'homme, ils sont accueillis par sa fille, qui lui demande qui sont ses enfants. Son père lui répond qu'ils ont besoin d'un endroit où rester et qu'ils vivront désormais avec eux. La fillette est ravie à l'idée qu'ils fassent partie de sa famille. Elle se présente à Junta sous le nom de Shirayuki et lui propose d'être amie. Suzune, quant à elle, est plus réservée, mais finit par se présenter également. La nuit tombée, Junta, incapable de dormir, interroge l'homme, Motoharu, lui demandant s'il est un samouraï. Celui-ci lui répond qu'il est en réalité un sentinelle chargé de protéger des personnes et des objets importants. Le temps passe, et les enfants deviennent amis, appréciant leur nouvelle vie. Un jour, après avoir joué et dit au revoir à leur ami Chitose, Junta interroge Shirayuki sur sa mère, Yokaze, sachant qu'elle les a aidés à obtenir l'autorisation de vivre dans le village de Kadono. Shirayuki lui explique que sa mère passe son temps au temple, car elle est une Itsukihime, aussi appelée prêtresse du dieu du feu. Seul le chef du village et son père ont le droit de la voir, car les règles interdisent aux Itsukihime d'interagir avec les gens ordinaires, de peur que cela ne contamine leur pouvoir sacré. Cela fait de nombreuses années qu'elle ne l'a pas vu. Le temps s'écoule encore, et Junta commence un entraînement avec Motoharu. Pourtant, il a l'impression de ne faire aucun progrès. Motoharu lui attrape la tête et lui explique que, même s'il a l'impression de ne pas avancer, rien n'est éternel et qu'il change peu à peu. Il l'encourage en affirmant qu'avec le temps, il deviendra plus fort. Motoharu part ensuite accomplir ses devoirs. Shirayuki tente de remonter le moral de Junta. Peu après, Suzune les rejoint et leur annonce qu'il est temps de prendre le petit déjeuner. Les années passent. Désormais adulte, Junta, au temple, annonce qu'il a vaincu un démon qui avait utilisé une peau humaine pour infiltrer la ville. Les démons apparaissent de plus en plus fréquemment. Un ancien suppose qu'il cherche peut-être à dévorer le foie de la princesse, comme le suggèrent les légendes. Cependant, la prêtresse évoque une autre possibilité, les démons pourraient vouloir s'emparer de l'épée sacrée Yare, qui semble avoir une immense valeur pour eux. C'est alors qu'un sentinelle du nom de Kiyomasa leur dit de ne pas s'inquiéter, car l'actuelle Itsukihime est puissante, bien qu'un individu sans talent soit parmi eux. Junta lui demande s'il a un problème avec lui, mais avant qu'une dispute n'éclate, la prêtresse intervient, rappelant que l'endroit est sacré et doit être respecté. Kiyomasa se fait réprimander et finit par s'excuser. Une fois la réunion terminée, tout le monde part, sauf Junta, qui reste sur place. On découvre alors que la prêtresse actuelle n'est autre que Shirayuki. Elle lui demande de l'appeler par son prénom lorsqu'ils sont seuls, mais Junta lui répond que son rôle mérite le respect. Pourtant, en voyant sa tristesse, il finit par céder et l'appelle par son prénom, ce qui la réjouit. Elle lui annonce que Suzune est ici. Lorsqu'il va la voir, il constate que, malgré les années passées, elle a toujours l'apparence d'une enfant. Shirayuki explique à Junta qu'il ne doit pas se fâcher contre Suzune pour s'être introduite ici. Elle n'en pouvait plus d'attendre son retour à la maison et a décidé de venir l'attendre au sanctuaire. Junta la réveille, et après qu'elle lui ait souhaité la bienvenue, il lui rappelle que cet endroit est interdit. Fâché, Suzune lui demande pourquoi lui a le droit d'y aller et pas elle. Junta lui répond que ce sont les règles et qu'elle doit les respecter. Mais alors qu'ils discutent, il sent une présence et ordonne à Suzune de se taire. Si quelqu'un découvrait qu'elle est entrée clandestinement dans le sanctuaire, elle risquerait d'être exécutée pour blasphème. Aussitôt, Suzune s'enfuit pour se cacher. Peu après, un ancien arrive au sanctuaire, attendant une réponse concernant la proposition qu'il avait faite auparavant. Shirayuki lui permet d'entrer, et en entrant, elle demande à Junta de lui accorder quelques minutes, bien que Junta lui réponde que son devoir est de rester aux côtés de la princesse. Cependant, Shirayuki lui assure qu'il n'y a pas de problème et, avant de partir, elle lui dit que la sécurité de Kadono est entre ses mains et espère qu'il continuera à être son défenseur fidèle. Après cela, nous retournons dans le passé, où les garçons assistent aux funérailles de la mère de Shirayuki. À la tombée de la nuit, celle-ci lui fait savoir qu'elle veut maintenant devenir Itsukihime, car elle aime le village pour lequel sa mère a donné sa vie, et elle veut l'aider à rester fort. Malheureusement, cela signifie qu'elle ne pourra plus le revoir, bien que Junta lui fasse comprendre qu'il viendra simplement jusqu'à elle. Et bien qu'il ne possède pas encore les capacités nécessaires, il deviendra plus fort. Suivant les traces de Motoharu,
il s'entraînera pour pouvoir vaincre n'importe quel démon et ainsi devenir le sentinelle du village et la revoir. Shirayuki est ému. De retour au présent, lorsque Jinta sort du sanctuaire, nous voyons deux démons ravis, car tout se passe à merveille. Le lendemain, Jinta médite, car on lui a dit qu'on n'aurait pas besoin de lui au sanctuaire avant l'après-midi. Suzune, ravi, saute pour l'enlacer, mais en la voyant, il lui dit que son bandage est desserré. Ils sont très heureux d'avoir enfin trouvé le bonheur. Soudainement, Shirayuki arrive à la maison et leur annonce qu'elle a obtenu l'approbation du chef et peut maintenant se promener, mais seulement pour cette journée. Ils décident de prendre le petit déjeuner tous ensemble, comme dans le bon vieux temps, et les filles en profitent pour taquiner Jinta. À la fin du repas, Suzune lui fait savoir qu'elle est très contente de sortir avec la princesse et que son bonheur est aussi le sien. Jinta lui ébouriffe les cheveux et lui demande de veiller sur la maison. Cependant, une fois qu'ils partent, Suzune passe de la joie à serrer les poings. Pendant ce temps, Shirayuki et Jinta se promènent en ville, où tout le monde est surpris de voir le bizarre accompagné d'une belle femme. En arrivant chez Chitose, Jinta passe sa commande, mais Shirayuki semble triste, car Chitose ne la reconnaît pas. Jinta lui dit que c'est normal, puisqu'elle ne l'a pas vu depuis des années. Ensuite, Chitose lui remet sa commande ainsi que son plat préféré. Bien qu'un peu nerveuse, Jinta avoue à Shirayuki que beaucoup de choses ont changé entre eux, car il ne joue plus le rôle de grand frère, mais celui du sentinelle du village. Tous deux comprennent et espèrent pouvoir faire de leur mieux pour protéger chacun leurs propres devoirs. Au coucher du soleil, alors qu'ils sont près de la rivière, Jinta lui demande si elle est satisfaite, ce à quoi elle répond qu'en réalité, elle voulait juste qu'il puisse parler à cet endroit, car c'est là que tout a commencé pour elle. Elle révèle alors à Jinta qu'elle va se marier avec Kiyomasa, car le chef du village l'a sermonné la veille. Puisque les démons la recherchent, elle devrait avoir un successeur avant de finir comme sa mère. Et comme Kiyomasa est un sentinelle né à Kadono, il deviendra éventuellement le chef du village, ce qui bénéficiera à tous. Jinta est surpris par cette révélation. Shirayuki ajoute qu'elle accepte cette décision en tant que prêtresse, mais qu'en tant que Shirayuki, elle lui avoue qu'elle l'aime. Elle révèle qu'elle était prête à partir et à commencer une nouvelle vie avec lui ailleurs, mais elle savait qu'il ne ferait jamais ce choix. Jinta lui répond qu'elle a raison. Un peu triste, elle lui demande alors s'il n'est pas amoureux d'elle. Jinta répond qu'il a fait le serment de protéger Byakuya, et non Shirayuki. Il a travaillé sans relâche, apprenant à manier l'épée quand il était jeune, parce qu'elle avait courageusement pris le manteau d'Itsukihime et qu'il la respectait pour cela. Alors, s'il décidait maintenant de s'enfuir avec elle, tout son entraînement aurait été vain et une insulte à ce qu'elle représente. Shirayuki comprend, car ils sont très semblables, ils ne peuvent s'empêcher de donner la priorité à la façon dont ils vivent leur vie plutôt qu'à la personne avec qui ils la vivent. Ils doivent donc chacun poursuivre leurs devoirs, même s'ils ne peuvent pas être ensemble. Pendant ce temps, à la maison, Suzune semble anxieuse. Plus tard, au temple, on rapporte que deux démons ont été aperçus rôdant dans la forêt. Kiyomasa restera à Kadono pour protéger le village, tandis que Jinta devra pénétrer dans la forêt pour remplir son devoir de sentinelle. Il accepte sa mission, mais en sortant du temple, il est confronté par Kiyomasa, qui lui demande pourquoi il reste silencieux alors qu'il a appris la nouvelle concernant Byakuya. Il sait que Jinta était aussi amoureux d'elle, mais celui-ci répond qu'il ne pense qu'au bonheur de la princesse et au bien du village. Cependant, Kiyomasa ne comprend pas comment il peut accepter cela aussi facilement, alors qu'il sait qu'il est amoureux de Shirayuki. D'un autre côté, Suzune reçoit la visite d'un des démons, tandis que Jinta est attaqué par l'autre. Il parvient à lui trancher le bras, mais le démon rit, affirmant qu'il savait que ce serait amusant. Il rappelle que leur espèce peut vivre des siècles, alors que les humains ne vivent qu'une fraction de ce temps. Pourquoi s'obstine-t-il donc à manier cette épée, défiant la nature pour accumuler du pouvoir? Le démon lui demande dans quel but il fait tout cela. Jinta lui répond qu'il le fait pour trancher ceux qui menacent les êtres qu'il doit protéger. D'autre part, le démon demande à Suzune si elle sait ce que c'est, et effrayée, elle lui répond que c'est un démon, bien que le démon lui mentionne qu'elle en est également un. Cependant, Suzune refuse, car elle est humaine. À ce moment-là, le démon remarque que Suzune s'accroche à l'amour de son frère, et c'est ce qui la pousse à essayer de devenir humaine. Il remarque que cette personne doit être très loyale envers elle, et Suzune, émue, lui avoue que son frère est tout pour elle. Le démon lui avertit que quelqu'un tente de faire du mal à son frère, ce qui serait une aide précieuse si elle l'accompagnait. Il lui promet qu'il ne lui fera pas de mal. Cependant, Suzune refuse, car même s'il promet de ne pas lui faire de mal, rien ne garantit qu'il ne fera pas de mal à son frère. Le démon pose alors sa main sur son front et lui dit que cela l'aidera à mieux comprendre la situation. La petite voix Shirayuki se donnait à Kiyomasa et, ne pouvant le supporter, elle commence à vomir. Elle lui demande si cela était réel, et le démon lui répond que son pouvoir est la clairvoyance et qu'il peut lui montrer quelques fragments de l'avenir. Et si elle ne le croit pas, elle peut le suivre pour le voir de ses propres yeux. Suzune finit par céder et se retrouve entre les mains du démon. Pendant ce temps, dans la forêt, lors de son affrontement, Jinta demande au démon pourquoi ils sont si déterminés à faire du mal aux humains. Ce dernier répond que c'est pour ce qu'il est.
Bien que les démons ne tuent pas les humains par nature, ils existent simplement pour accomplir un but spécifique, et le sien se trouve ici. Jinta lui demande s'il ne peut pas exercer un contrôle, et le démon répond que, sinon, on ne les appellerait pas des démons. Décidé et sans pitié, Jinta choisit d'en finir avec ce démon, bien que ce dernier utilise son pouvoir d'assimilation pour augmenter sa force. Ayant dévoré d'autres démons auparavant, ils s'affrontent violemment, où Jinta perd son bras. Mais avant d'être envoyé dans l'au-delà, il prend la pointe de son épée brisée et poignarde le cœur du démon. Cependant, avant de mourir, ce dernier avertit Jinta qu'il a pu accomplir son but, car l'autre démon avec lequel il travaillait a déjà vu très loin dans le futur, exactement 170 ans plus tard, au moment où une divinité maléfique fera son apparition. Jinta se demande de quel démon il parle, mais se souvient alors de Suzune. Il est inquiet. Cependant, avant de mourir de manière désespérée, le démon utilise son bras amputé pour saisir la tête de Jinta et lui dit qu'il va lui offrir un cadeau d'adieu. Pendant ce temps, Kiyomasa tente d'approcher Shirayuki, mais elle l'arrête, lui disant qu'il devrait au moins attendre de savoir si Jinta est en sécurité. Il lui répond que c'est le meilleur moment, et si la chance leur sourit, cette nuit suffira. Où veux-tu que je continue à attendre? La décision te revient, dit-il, et à ce moment-là, Shirayuki se souvient de la promesse que lui avait faite Jinta, ce qui lui permet de comprendre qu'elle a également fait un serment pour protéger Kadono. Elle se prépare à offrir une nuit de passion à Kiyomasa, tandis que lui pense que tant elle que Jinta sont fous. Cependant, ils sont interrompus par le démon, qui dit à Suzune que, comme elle peut le voir, ce n'était pas une illusion. Suzune est choquée et lui demande ce qu'elle est en train de faire, tandis que, de son côté, Jinta récupère son bras et remarque que le corps du démon a disparu. Mais maintenant, ce qui est le plus important, c'est d'aller auprès de Suzune. Malheureusement, en voyant le village, il constate qu'il est en flammes. De son côté, Suzune demande à Shirayuki de lui expliquer ce qu'il est en train de faire et pourquoi il a tant souffert tout ce temps, peu importe combien cela a déchiré son cœur. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour qu'elle et Jinta soient ensemble, car il savait que cela les rendrait heureux. Le voir s'approcher d'une autre personne aurait été insupportable, c'est pourquoi il a accepté que ce soit elle. Mais malgré tout ce qu'il a fait, maintenant elle est avec un autre homme. Shirayuki comprend que Suzune n'a jamais laissé son corps ni son esprit se développer, afin de pouvoir continuer à être la petite sœur de Jinta. Malheureusement, maintenant, elle doit vivre en tant qu'Itsukihime pour préserver l'héritage de Kadono. De plus, c'est la seule façon pour elle de rendre à Jinta l'amour qu'il lui a donné. Suzune lui demande si elle parle sérieusement. Elle a pris tout ce qu'elle a toujours voulu, et maintenant elle va tout jeter pour des inconnus. En colère, elle lui demande comment elle osait finir par enlever son bandage. Elle commence à rire comme une psychopathe, lui demandant si cela l'amuse de la faire passer pour une idiote. Shirayuki lui demande de s'arrêter, mais Suzune lui ordonne de se taire. Le démon lui dit qu'elle avait raison, la princesse de cet endroit ne vaut pas la peine d'être sauvée. Son cher frère risque sa vie pour elle, tandis qu'elle lui plante un couteau dans le dos. Elle lui demande si cela ne la met pas en colère de voir son frère se blesser à cause de cette vile femme. Shirayuki lui demande de ne pas l'écouter, mais le démon demande à Suzune ce qu'elle pourrait faire pour aider son frère, suggérant que le mieux serait que cette princesse stupide meure. À ce moment-là, des ombres envahissent tout l'endroit, et Suzune devient beaucoup plus grande, lui disant à Shirayuki que maintenant, la meilleure chose qu'elle puisse faire est de mourir. Kiyomasa prend son épée, mais la démoniaque le pousse, lui disant que c'est juste un combat pour les femmes. Elle lance ensuite l'épée à Suzune et lui dit que la princesse mourra sûrement heureuse, sachant qu'elle a été tuée par la même épée que son peuple vénère. Avant de partir, elle prend le corps de Kiyomasa et dit à Suzune de s'amuser pendant qu'elle dégaina son épée pour lui prendre la vie. À ce moment-là, Jinta arrive et Shirayuki court vers lui, mais finit par perdre sa tête entre ses bras. Suzune se réjouit en voyant qu'il va bien, puis commence à jouer avec le cadavre de Shirayuki sous le regard stupéfait de Jinta. En colère, il se jette sur elle. Cependant, Suzune lui demande ce qui ne va pas. Jinta, surpris, lui demande si c'est vraiment elle, et elle répond que c'est évident. Elle lui demande pourquoi il a l'air aussi triste, alors qu'elle vient de tuer la princesse pour lui. Au lieu d'être triste, il devrait sourire. Mais Jinta lui demande comment cela peut-il avoir du sens. Suzune explique que cette traîtresse voulait se marier avec un autre homme et a menti sur le fait d'être amoureuse de lui, alors il n'y a pas de raison qu'il soit triste. Ou est-ce qu'il l'aime encore, malgré le fait qu'elle lui ait poignardé le dos? Elle lui dit qu'il devrait mieux rentrer chez lui, car elle est épuisée. Cependant, Jinta lui demande comment elle a pu trahir toutes les bonnes personnes de Kadono, qui les ont élevés comme leurs propres enfants, causant des désastres et laissant le village en ruine. Et tout ce qu'elle peut dire, c'est qu'elle est fatiguée. Jinta pense que la Suzune qu'il connaissait a disparu depuis longtemps et se jette sur elle. Suzune lui demande d'arrêter, mais quand Jinta brise son épée, le pouvoir démoniaque en lui commence à affluer. Son bras se transforme et ses yeux deviennent ceux d'un démon. Suzune lui demande d'arrêter, mais il lui ordonne de se taire. La petite, qui n'est plus si petite, est déçue et lui demande s'il va l'abandonner comme tout le monde, parce que si c'est le cas, elle n'a plus besoin de lui et en a assez d'avoir foi en lui.
En colère, elle le frappe pour lui dire toutes ses frustrations. Mais Jinta lui ordonne de se taire, ce qui la fait s'arrêter. Frustrée, elle attaque pour le tuer, mais en tentant de retirer son bras de son corps, elle ne parvient pas à le faire. Jinta se prépare à lui infliger un coup fatal. C'est alors que Suzune se souvient que Jinta ne lui avait jamais fait de mal, et même s'il était en colère, il ne lui ferait jamais de mal. Mais cette fois, c'est différent, et il la jette contre le mur. Cependant, en la voyant se relever, il se jette de nouveau sur elle pour en finir. Mais c'est à ce moment-là que la démoniaque intervient et prend l'attaque, demandant à Suzune de quitter les lieux. Suzune part, mais avant de quitter le temple, elle déclare qu'elle déteste désormais tout et commencera à détruire des personnes, des nations et chaque dernière chose qui existe dans ce monde. Elle dit que c'est mieux qu'on se souvienne d'elle, car peu importe le temps qui passe, elle reviendra lui rendre une dernière visite avant la fin. La démoniaque commence à rire, car elle a enfin accompli son objectif et révèle à Jinta que les démons ne pourront pas suivre le rythme de l'évolution rapide des temps. Elle a vu un futur où l'obscurité sera illuminée par la lumière créée par l'homme. Dans ce futur, les démons ne seront plus que des mythes des temps anciens. Mais maintenant qu'elle a accompli son objectif, elle peut mourir heureuse, car elle a assuré un avenir à ses frères. Après la disparition du démon, Jinta prend le corps de Shirayuki et se lamente de ne pas avoir pu la protéger. Le lendemain, les habitants commencent la reconstruction du village. Pendant ce temps, Jinta se souvient de son enfance dans cet endroit. Cependant, en sortant de chez lui et en voyant le chef du village, il lui annonce qu'il va quitter Kadono pour s'entraîner depuis zéro et se préparer à affronter le dieu démon qui déchaînera sa colère sur toute la terre. Il doit terminer cela d'une manière ou d'une autre. Le chef du village lui demande s'il va céder à la haine et tuer sa propre sœur. Il lui demande s'il est sûr de cela, car il doute que ce soit ce que son cœur désire. Il répond que Suzune est sa sœur, mais qu'il a aussi aimé Shirayuki, et il ne peut pas s'empêcher de haïr sa meurtrière. Il est actuellement consumé par une malice qui l'incite à tuer Suzune. Cependant, il admet que s'il est possible, il espère trouver une solution pacifique. Le chef du village lui confesse qu'il pensait que, lorsqu'il serait devenu démon, il ne se soucierait que du massacre. Mais en voyant qu'il restait encore un peu de décence en lui, il finit par remettre Yare à Jinta. Lorsque celui-ci dégaine l'épée, le chef du village lui dit que désormais, il est le propriétaire de Yare, ce qui signifie que selon la tradition, il doit ajouter le kanji de nuit à son nom et qu'à partir de ce moment, il sera connu sous le nom de Jinya. Maintenant que le lignée des Itsukihime est éteinte, cette épée ne ferait qu'accumuler de la poussière dans le sanctuaire, il est donc préférable qu'elle soit entre ses mains. Ensuite, il s'agenouille et lui présente ses excuses, car il était bien conscient de tout l'amour qu'il y avait entre lui et la princesse. Bien qu'il sache aussi que Kiyomasa avait des sentiments pour elle, et bien que l'on disait que cela se faisait pour le bien de Kadono, en réalité, il imposa ce mariage uniquement parce qu'il voulait que son fils soit heureux, et ainsi, toute cette tragédie repose sur ses épaules. Jinta le prend par l'épaule et continue son chemin, non sans rappeler les paroles du vieil homme qui lui avait dit que, puisqu'il avait l'intention de revenir à Kadono dans quelques années, le moins qu'il puisse faire est de construire un temple en son honneur. De son côté, Jinta est arrêté avant de partir par Chitose, qui lui crie qu'à ses yeux, il est la même personne qu'il a toujours été. Jinta, ou plutôt Jinya, lui demande de lui garder un peu de mochi aux algues pour son retour. En commençant son voyage, il comprend pourquoi le démon qu'il a tué se sentait si satisfait lorsqu'il a dit qu'il avait accompli son but. 170 ans passent en un clin d'œil, et maintenant Jinta se retrouve 170 ans dans le futur. Vers les années 1850, Jinta, désormais connu sous le nom de Jinya, s'était forgé une excellente réputation en tant que chasseur de démons. Un jour, il est convoqué par un homme riche pour une mission spéciale. L'homme le présente à son assistant, Zenji, et lui dit qu'il pourra s'adresser à Zenji pour obtenir tous les détails supplémentaires. Puis, il quitte la pièce. Zenji salue Jinya et lui demande ce qu'il sait déjà. L'homme lui a parlé de sa fille adorée, Natsu, et du démon qui rôde récemment autour d'elle. Il veut que Jinya la protège. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En réalité, Jinya va devoir agir comme garde du corps pour Natsu, car depuis ses 13 ans, elle affirme entendre un démon rôder devant sa chambre. La créature répète sans cesse « Rends-moi ma fille ». Natsu est terrifiée à l'idée d'être enlevée. À ce moment-là, Natsu fait irruption dans la pièce, à la recherche de Zenji. Elle aperçoit Jinya assis là et devine qu'il s'agit du garde du corps engagé par son père. Mais lorsqu'il tente de se présenter, elle le coupe net. Elle ne veut rien avoir à faire avec lui et l'accuse d'être un escroc qui prétend être chasseur de démons. Zenji tente de la convaincre que Jinya est bel et bien un authentique chasseur de démons, que son père l'a trouvé après de longues recherches. Mais Natsu refuse d'écouter et ordonne à Zenji de le chasser. Cette nuit-là, Natsu reste éveillée, toujours terrifiée à l'idée que le démon revienne. Zenji s'installe devant sa porte pour la rassurer. Jinya aurait probablement été plus utile, mais comme Natsu l'a renvoyé, Zenji n'a pas d'autre choix que de prendre sa place. Il n'est pas certain de pouvoir affronter un démon, mais il promet de monter la garde jusqu'au matin, juste pour qu'elle puisse dormir. Natsu apprécie le geste,
mais elle est déçue que Zenji ne croit pas vraiment à l'existence du démon. Son père non plus d'ailleurs, sinon pourquoi aurait-il engagé un samouraï douteux pour cette tâche? Zenji n'est pas sûr que le père de Natsu croit au démon, mais il est certain d'une chose, il prend tout cela au sérieux. Il tient sincèrement à Natsu, même si elle n'est pas sa fille biologique. C'est alors que Natsu entend de nouveau la voix du démon. Un frisson la traverse. Elle supplie Zenji de faire quelque chose, mais lui aussi est mort de peur. Lorsqu'il aperçoit la créature, il dit à Natsu de rester dans sa chambre pendant qu'il s'en occupe, sans avoir la moindre idée de comment il va la combattre. Juste avant que le démon ne le touche, un bras est brusquement tranché, Jinya vient d'arriver. Il demande au démon de décliner son identité, mais n'obtenant aucune réponse, il le tranche en deux d'un seul coup d'épée. Le démon s'effondre et se dissout en une fumée noire. Zenji et Natsu sont sauvés pour l'instant. Natsu reconnaît Jinya, c'est bien le samouraï qu'elle avait mis à la porte plus tôt. Il se tourne vers elle et lui demande si elle pense toujours qu'il est un imposteur. Natsu lui demande alors si le démon est mort. Mais selon Jinya, ce n'est pas si simple. D'après son expérience, un démon ne meurt vraiment que lorsqu'il se dissipe en une fumée blanche. Or, celui-ci est devenu une fumée noire. Ce qui signifie une chose, il reviendra. Le lendemain matin, Zenji remercie Jinya pour les avoir sauvés. Et puisque le démon va revenir, il lui demande s'il peut rester une nuit de plus. Jinya accepte volontiers, mais il a quelques questions à poser au sujet de Natsu. Depuis qu'il a entendu le démon dire « Rends-moi ma fille », il est intrigué. Il veut savoir s'il y a une histoire derrière tout ça. Zenji explique que les parents biologiques de Natsu faisaient partie de la famille élargie du maître de maison, mais qu'ils sont décédés il y a quelque temps. Depuis, le maître a recueilli Natsu et l'a élevée comme sa propre fille. Au cas où Jinya aurait des doutes, Zenji le rassure immédiatement, il est absolument impossible que Natsu soit l'enfant d'un démon. Si cela avait été le cas, jamais son maître ne l'aurait adopté. La femme de ce dernier a été tuée par des démons, et peu de temps après, son fils s'est enfui, et n'a plus jamais donné signe de vie. Depuis, le maître voue une haine viscérale aux démons, les tenant pour responsables de la perte de sa famille. Plus tard dans la soirée, Natsu dîne avec son père adoptif. Celui-ci lui demande si tout se passe bien avec son nouveau garde du corps. Natsu admet qu'au début elle était un peu méfiante envers Jinya, mais après l'avoir vu à l'œuvre, elle est convaincue qu'il est un vrai chasseur de démons. Elle lui demande alors pourquoi il a choisi Jinya en particulier. Son père lui explique qu'il y a eu récemment des rumeurs sur des démons rôdant autour de la région. En parallèle, circulait aussi une autre rumeur, celle d'un homme capable de terrasser n'importe quel démon d'un seul coup à condition d'être payé. Le père de Natsu a pris soin de vérifier personnellement ces rumeurs, et il a su tout de suite que Jinya était le meilleur choix pour veiller sur sa fille. Natsu est soulagée. Elle réalise alors que son père a vraiment pris au sérieux ses inquiétudes concernant le démon. Et pour elle, l'amour de son père est ce qui compte le plus. Depuis qu'il l'a adoptée, elle vit heureuse, mais elle reste tourmentée par les rumeurs et les médisances que les gens colportent à son sujet. Cette nuit-là, comme prévu, Zenji et Jinya montent la garde devant la chambre de Natsu. Soudain, celle-ci sort et demande à Jinya de lui dire son nom, car elle ne lui avait pas laissé le temps de se présenter la première fois. Comme son père semble beaucoup estimer cet homme, Natsu a décidé qu'elle allait lui faire confiance aussi. Jinya remarque à quel point elle est attachée à son père adoptif, Juho, mais il trouve cela tout à fait naturel. Il l'a recueillie et lui a offert un foyer, elle lui en est profondément reconnaissante. À ce moment-là, Jinya lui pose une question, il a entendu parler de la disparition du fils de Juho, et il aimerait en savoir plus. Mais dès qu'il évoque le sujet, Natsu crie qu'elle n'en sait rien. Le sujet semble très sensible, alors Jinya décide de ne pas insister pour ne pas la blesser. C'est alors que Natsu lui pose une étrange question, est-il possible qu'un démon et un humain puissent avoir un enfant ensemble? Jinya lui répond que oui. Troublé, Natsu commence à penser qu'elle pourrait vraiment être la fille du démon qui ne cesse de l'attaquer. Mais Jinya la rassure immédiatement, elle n'a aucun lien avec cette créature. Natsu lui demande comment il peut en être aussi sûr. Jinya lui explique alors qu'il connaît personnellement ce démon, il a un passé avec lui, et il sait pertinemment que ce démon ne peut pas être sa mère. Dans ce monde, il existe plusieurs façons pour un démon de naître. Il peut venir de l'union de deux démons, d'un démon et d'un humain, mais parfois, dans de rares cas, un démon peut naître de rien. Ces entités sont issues d'émotions puissantes, surtout négatives. Lorsque ces émotions s'accumulent chez une personne, elles peuvent parfois prendre une forme physique, comme celle d'un démon. Soudain, le démon réapparaît. Natsu panique. Mais Jinya s'avance calmement vers lui et lui demande de décliner son nom. Le démon, visiblement peu intelligent, ne comprend pas ce qu'il dit et se jette sur lui. Jinya le frappe au visage et le plaque au sol. Zenji, affolé, supplie Jinya de tuer le démon sur le champ. Mais Jinya répond que s'il le fait, la créature reviendra encore. Natsu demande pourquoi. Alors Jinya lui révèle la vérité, c'est elle qui a donné naissance à ce démon. Il s'est manifesté en réponse à son sentiment profond, cette idée que, si elle causait suffisamment de remous, son père porterait plus d'attention à elle. Natsu refuse d'abord de croire ce que Jinya lui dit, mais tout semble parfaitement logique.
Elle voulait tellement que son père la traite comme sa vraie fille, et soudainement, un monstre est apparu, comme pour exaucer ce souhait. Jinya lui explique que la seule façon de faire disparaître ce démon est de reprendre le contrôle de ses émotions. Mais Natsu est perdue. Comment faire? Jinya lui dit simplement, elle doit accepter ses sentiments et lui demander sincèrement d'éliminer le démon. Elle réfléchit un instant, tout ce qu'elle a toujours voulu, c'est être aimée par Juzu comme sa propre fille. Mais elle avait l'impression qu'il ne l'aimait pas vraiment. C'est pourquoi elle en est venue à croire que si un démon l'attaquait, il ferait peut-être plus attention à elle. Et maintenant, ses émotions négatives ont pris forme sous ses yeux. Ce démon, c'est elle. Zenji intervient, il lui dit de ne pas penser ainsi. Oui, ce démon est né de ses émotions, mais ce n'est pas ça qui compte maintenant. Il sait que Juzu aime Natsu plus que tout au monde. Et elle l'aime tout autant. Ils sont juste nuls pour l'exprimer. Zenji lui promet qu'il sera toujours là pour l'aider à aller mieux. Consolée et motivée, Natsu décide de tourner la page. Elle regarde Jinya et lui dit de tuer le démon une bonne fois pour toutes. Aussitôt, Jinya dégaine son épée et tranche la créature en deux. Cette fois, le corps du démon se dissipe en une brume blanche. Jinya en est certain, il ne reviendra pas. Mais plus tard, dans la nuit, le corps du démon commence lentement à se reformer. Jinya s'en doutait. Si le démon venait uniquement des émotions de Natsu, il aurait disparu pour de bon. Ce retour signifie qu'une autre personne y a mêlé ses propres sentiments. Et Jinya ne voit qu'une seule possibilité, la femme décédée, c'est-à-dire la mère de la fille. Privée des émotions de Natsu, le démon lutte pour garder sa forme. Jinya n'a que de vagues souvenirs de sa mère. Mais il est triste que les choses aient tourné ainsi. Il sait qu'il doit maintenant mettre un terme à ses souffrances et l'aider à trouver la paix. Le lendemain matin, Jinya s'apprête à partir. Natsu et Zenji viennent le remercier, mais il leur dit que ce n'est pas nécessaire. Il a déjà été payé et c'était aussi sa façon à lui de faire amende honorable. Natsu ne comprend pas, alors Jinya explique, en grandissant, il a eu le temps de réfléchir à ses choix. Il croyait faire ce qu'il fallait en fuguant avec Suzune à l'époque, mais il n'a jamais pensé à ce que ça ferait à son père, ni à l'impact sur le monde autour de lui. Elle reste confuse, alors il lui dit simplement, apprécie la gentillesse de ton père. Il s'éloigne. Un peu plus tard, Juzu sort à son tour. Zenji lui demande pourquoi il n'est pas venu remercier Jinya. Mais Juzu répond qu'il n'en voyait pas l'utilité, il savait dès l'instant où Jinya est arrivé qu'il réussirait. Zenji s'interroge. Pourquoi autant de foi en un simple chasseur de démons? Juzu répond calmement, c'est normal pour un père de croire en son enfant. Les autres n'ont toujours pas compris que Jinya est le fils de Juzu et ce dernier n'a pas l'intention de leur dire. Avant de partir, Natsu demande à Juzu s'il y a quelque chose qu'elle peut faire pour aider. Il lui demande pourquoi. Elle explique que Jinya lui a dit qu'elle devait lui rendre sa gentillesse. Juzu sourit. Il est heureux de savoir que Jinya pense encore qu'il est quelqu'un de bien. Mais il dit à Natsu qu'elle n'a rien à lui rendre. La seule chose qu'un enfant peut faire pour rendre son parent heureux, c'est de vivre une vie longue et pleine de bonheur. Jinya s'est rendu dans un restaurant où le gérant était aussi le cuisinier. Sa fille, Ofu, travaillait avec lui, et il lui demanda d'apporter le plat à Jinya. Ofu s'exécuta et servit la nourriture. Par la suite, le père d'Ofu s'approcha de Jinya et lui dit qu'un tueur rôdait dans les rues, et il était très inquiet pour la sécurité de sa fille. Il espérait que l'empereur prenne les mesures nécessaires concernant ce problème. Jinya lui répondit qu'il devrait faire attention à ses paroles lorsqu'il parle de l'empereur. Le père d'Ofu acquiesça, mais expliqua qu'il ne voulait surtout pas perdre son restaurant, surtout qu'il en avait hérité il y a seulement 10 jours. Il mentionna qu'il l'avait acheté à bas prix à l'ancien propriétaire, ce qui ne surprit pas Jinya. Le père d'Ofu complimenta Jinya sur son goût raffiné, et lui dit que son établissement ressemblait à une ville fantôme, notant que Jinya était venu ici pendant 5 jours consécutifs. Ofu fit remarquer à son père que s'il continuait à parler ainsi, il risquait de perdre leur seul client. Son père la rassura en disant qu'il ne faisait que discuter. Il demanda ensuite l'avis de Jinya sur la nourriture. Jinya répondit que ce n'était pas mauvais, mais que la portion était vraiment petite. Le père d'Ofu reconnut la franchise de Jinya et lui dit qu'il était le meilleur chef de la ville à avoir préparé ce plat. Jinya lui demanda s'il y avait une raison à cela. Le père d'Ofu répondit que tout le monde a ses propres problèmes, et supposa que le passé de Jinya n'avait pas été simple. Jinya confirma que c'était effectivement le cas. Le père d'Ofu dit à Jinya qu'il pensait qu'il devait avoir pas mal d'argent. Jinya précisa qu'il travaillait justement pour en obtenir. Le père d'Ofu lui demanda alors quel était son métier. Jinya répondit qu'il était chasseur de démons, ce qui fit beaucoup rire le père d'Ofu. Il lui demanda ensuite s'il se rendait maintenant à Atlantis, ce que Jinya confirma. Alors que Jinya s'apprêtait à partir, le père d'Ofu lui rappela ce qu'il lui avait dit à propos du tueur. Selon les rumeurs, ce tueur ne se servait même pas de son épée, mais les victimes étaient retrouvées complètement mutilées. Le nombre de corps retrouvés était préoccupant, et de nombreuses personnes avaient disparu récemment, peut-être attaquées ou enlevées par ce tueur. Certaines personnes pensaient que des démons étaient responsables. Jinya demanda alors où se trouvait le tueur. Le père d'Ofu lui répondit que c'était dans la zone d'Edo.
Ofu s'approcha ensuite de Jinya et lui dit que ces tueurs et démons qui rôdaient étaient très effrayants, le suppliant d'être très prudent dans les rues à cause du danger ambiant. Jinya lui répondit qu'il était assez grand pour ne pas recevoir de leçons sur les sorties nocturnes. Ofu répliqua que faire semblant d'être dur ne faisait que prouver qu'il était encore un enfant. Plus tard, Jinya se rendit sur un pont, espérant voir le tueur ce jour-là, mais on n'obtient pas toujours ce qu'on souhaite. Il continua à avancer, mais entendit un cri et se précipita dans la direction du bruit. Il trouva alors plusieurs hommes morts. Il remarqua que ce n'étaient que des hommes alors qu'il avait entendu une femme crier. Juste après, le tueur l'attaqua et le blessa, tentant à nouveau de le frapper, mais Jinya para son coup. Le tueur réussit ensuite à le poignarder dans le dos et prit la fuite. Jinya lui dit que cette puissance était très intéressante, et qu'il espérait qu'il attaquerait encore. Il se prépara à l'affronter, libérant le pouvoir du démon en lui. Le tueur attaqua de nouveau, mais Jinya brisa son épée et tenta de contre-attaquer, sans succès. Jinya le poussa à recommencer. Le tueur lui dit d'attendre et se révéla. Jinya lui demanda son nom. Le tueur répondit qu'il s'appelait Mosuke. Jinya lui dit que son nom resterait gravé dans sa mémoire, à moins qu'il ne se prépare à mourir. Mosuke répondit qu'il n'avait aucune intention de se battre. Jinya trouva cela très drôle, ayant eu une impression totalement contraire. Mosuke expliqua qu'il pensait que Jinya était le tueur, car selon les rumeurs, le meurtrier était un démon. Il avait donc suivi une odeur démoniaque, qui l'avait mené jusqu'à Jinya. Mais puisque Jinya l'avait qualifié de tueur, il comprit qu'il y avait un malentendu. Jinya lui demanda pourquoi un démon chassait un tueur en série. Mosuke proposa qu'il parle ailleurs, à l'abri des regards. Ils se rendirent alors chez Mosuke, qui lui offrit un verre en précisant qu'il n'était pas empoisonné. Jinya répondit que même si c'était le cas, ça ne le tuerait pas. Mosuke expliqua que certains démons choisissaient d'avoir une apparence humaine pour vivre au milieu des humains. Et même s'ils ne mentent pas, ils savent très bien dissimuler la vérité. Il dit à Jinya qu'il vivait dans cette modeste maison. Jinya lui répondit que malgré tout, il était un démon particulier. Mosuke expliqua que son pouvoir s'appelait invisibilité, et qu'il était classé parmi les démons supérieurs, ayant vécu plus de 100 ans. Jinya lui répondit que cela ne changeait rien, car il restait faible. Mosuke admit que la classification des démons supérieurs dépendait plus de leur pouvoir que de leur force physique. Certains étaient plus lents et plus faibles que les démons inférieurs, et il se comptait parmi eux. Jinya lui demanda s'il n'était donc pas le tueur en série. Mosuke confirma que non, et Jinya affirma qu'il ne l'était pas non plus. Il lui assura qu'il allait le croire. Mosuke le remercia et lui demanda pourquoi il l'avait attaqué sans mot dire, s'il pensait qu'il était le tueur. Jinya dit qu'il avait effectivement entendu parler des disparitions et que le nombre de victimes ne correspondait pas à celui des disparus. Il avait entendu le cri d'une femme, mais n'avait trouvé aucun corps. Mosuke confirma que le tueur ne tuait que les hommes et kidnappait les femmes. Il le savait, car sa propre femme, Atsuo, une humaine douce qu'il avait acceptée telle qu'il était, avait disparu il y a environ un mois. Et 10 jours plus tard, il retrouva son corps près de la rivière. Atsuo était aimée de tous ceux qui la connaissaient. Elle ne méritait pas de mourir ainsi. Mosuke confia qu'il vivait comme un humain, non pas pour la société, mais uniquement pour sa femme. Pourtant, il ressentait une haine profonde envers le monstre qui avait fait ça et qui lui avait arraché la vie. Il voulait se venger et demanda à Jinya de ne pas s'en mêler. Jinya refusa. Tuer des démons faisait partie de son travail. Mosuke proposa alors qu'ils travaillent ensemble, chacun de leur côté, pour recueillir des informations. Il demanda à Jinya de le laisser mettre fin à cette affaire lui-même. Jinya lui demanda s'il cherchait vraiment la vengeance. Mosuke affirma qu'il n'y avait aucun doute. Jinya lui dit que peu importait que le tueur soit un démon ou un humain, il faudrait assumer le poids d'avoir ôté une vie. Il voulait savoir si Mosuke était prêt à cela. Mosuke répondit que les démons ne mentaient pas, même pas à eux-mêmes. Jinya accepta finalement qu'ils collaborent. Ensemble, ils commencèrent à interroger les villageois. Plus tard, ils se retrouvèrent, et Mosuke déclara que c'était encore une journée fatigante sans résultat. Il ne pouvait pas se reposer, il devait continuer. Jinya approuva. Ils se rendirent ensuite chez Mosuke. Celui-ci se mit à boire. Il demanda à Jinya pourquoi il traquait sa sœur. Ce dernier expliqua que c'était pour l'argent. Il y avait beaucoup de gens qui haïssaient les démons et voulaient les voir disparaître. Il déclara qu'il comptait bien profiter de cet argent pour les tuer. Jinya lui demanda si ça le dérangeait. Mosuke répondit qu'il n'avait pas l'impression que Jinya était du genre à tuer sans raison valable. Et puis, il ne pouvait pas se plaindre tout en profitant des boissons achetées avec cet argent. Il rit et ajouta que c'était l'une des raisons. Mosuke lui demanda quelle était l'autre. Jinya répondit qu'il voulait aussi devenir plus fort. Il s'était donné pour mission d'arrêter un démon en particulier. Mosuke demanda s'il voulait l'arrêter ou le tuer. Jinya expliqua qu'il avait été humain, mais qu'en voyant un démon tuer la femme qu'il aimait, il s'était transformé. Tuer les démons qui menaçaient les humains lui semblait naturel. Mosuke lui fit remarquer qu'il avait quand même laissé ce démon en vie. Jinya pensa à Suzune, lorsqu'elle s'était transformée, et reconnut qu'il ne savait pas encore quoi faire s'il la revoyait. Il avait besoin de beaucoup de force. Il avoua être un lâche.
Il demanda à Mosuke ce qu'il ferait après avoir vengé sa femme. Mosuke répondit qu'il ne ferait rien. Il disait avoir vécu en humain parce qu'il détestait la violence. Il ne voulait pas être traqué ni se battre contre ses semblables. Il voulait simplement une vie paisible, et il aurait aimé que sa femme soit là pour la partager. Une fois vengé, il vivrait seul et s'occuperait de la tombe de sa femme. Jinya se rappela que Mosuke lui avait dit qu'il n'agissait jamais sans raison, mais constata qu'en vérité, il était lui aussi consumé par la haine. Une haine aveugle, comme celle qu'il portait envers sa propre sœur. Plus tard, Jinya alla manger au restaurant. Ofu l'accueillit et lui demanda s'il avait trouvé le tueur. Jinya répondit qu'il n'avait jamais dit qu'il le cherchait. Ofu lui rappela que son travail était de tuer des démons, donc suivre les rumeurs d'un meurtrier en faisait forcément partie. Jinya lui avoua que les choses ne se passaient pas bien. Le père d'Ofu intervint. Il comprenait que ce soit difficile aussi pour Jinya. Gagner sa vie était une vraie galère. Jinya répondit que le restaurant devait avoir des files d'attente rien que grâce à une serveuse comme Ofu. Le père demanda s'il trouvait qu'Ofu avait du charme. Jinya répondit que oui, à 8 sur 10. Le père d'Ofu se réjouit, trouvant que Jinya avait bon goût. Ofu demanda à son père ce qu'était cette histoire. Il répondit qu'il était heureux qu'elle n'ait jamais été dans une relation sérieuse. Ofu admit que c'était vrai, mais demanda à son père de ne pas mettre Jinya dans l'embarras. Il répondit qu'il essayait juste d'aider. Ofu dit qu'elle comptait déménager un jour, mais qu'en attendant, elle voulait rester une fille aimante. Le père accepta. Ofu s'excusa auprès de Jinya. Celui-ci lui dit qu'il n'y avait pas de souci, et que son père était un homme très gentil. Ofu répondit qu'il était sa fierté. Jinya demanda si son père n'était pas comme ça. Ofu baissa les yeux et s'excusa d'avoir posé la question. Jinya expliqua qu'il avait une petite sœur, Suzune, que leur père traitait très mal. Il la frappait et répétait qu'elle ne faisait pas partie de la famille. Alors, il avait pris sa sœur et avait fui la maison. C'était il y a longtemps. Ofu lui demanda s'il détestait son père. Jinya répondit que non. Il comprenait pourquoi il avait agi ainsi, même si les choses n'avaient pas tourné comme il l'espérait. Plus tard, sur un pont, Mosuke demanda à Jinya s'il avait trouvé quelque chose. Jinya répondit que non. Mosuke déclara que c'était encore une recherche inutile. Jinya se mit en marche et Mosuke le suivit. Il rappela qu'il n'y avait pas eu d'enlèvement ou d'attaque récemment, donc aucune nouvelle information. Mosuke s'arrêta et demanda à Jinya de regarder au loin. Jinya reconnut Ofu. Mosuke demanda s'il la connaissait. Jinya dit que c'était la fille du propriétaire du restaurant où il allait. Mosuke jugea que ce n'était pas bon pour elle d'être seule dehors. Jinya annonça qu'il allait la rejoindre et s'approcha. Ofu leva les yeux vers lui et dit que la lune était belle ce soir. Elle lui demanda s'il était seul. Jinya répondit qu'il était avec un ami, mais en se retournant, il ne vit plus Mosuke. Il avait disparu. Mosuke lui fit savoir qu'il ne s'était pas montré à elle. Il conseilla à Jinya de ne pas hésiter à la raccompagner. Il ne voulait pas qu'elle devienne une victime du tueur. Ofu demanda si quelque chose n'allait pas. Jinya répondit que tout allait bien, puis lui demanda pourquoi elle était là. Ofu expliqua qu'elle admirait les fleurs. Elle décrivit leur beauté et leur rareté, disant qu'elles fleurissaient en hiver et étaient parmi les plus belles. Jinya admit qu'il n'avait jamais rien vu d'aussi joli. Ofu lui dit qu'elle les tenait précieusement et les admirait à cause de leur forme magnifique. Elles fleurissaient au printemps. Jinya lui demanda de rentrer chez elle, pour ne pas inquiéter son père. Elle accepta et le remercia. En chemin, Ofu fit remarquer que la meilleure chose que Jinya pouvait faire pour le moment, c'était de prendre un peu de temps pour lui. Il semblait bien trop dur envers lui-même. Jinya acquiesça, bien qu'il restât convaincu que ce fardeau était le sien à porter, un poids qu'il supportait depuis toujours. Pourtant, même s'il comprenait le point de vue de son ami, la jeune femme pensait que la vie serait bien trop triste si l'on ne pouvait jamais se reposer. Le problème, c'est que Jinya ne voyait rien d'autre dans la vie que sa mission, même s'il ne le disait pas ouvertement. Il s'excusa auprès d'Ofu, et confessa qu'il n'était pas capable de suivre son conseil. À un moment, Ofu s'arrêta pour admirer quelques fleurs de daphné d'hiver, une plante qui stocke ses nutriments en automne et fleurit au printemps, après l'hiver. Jinya apprécia le parfum de la plante pendant que la jeune femme partageait que le daphné symbolise l'arrivée du printemps. À proximité, poussaient aussi des herbes de Pittosporum, que Jinya reconnut immédiatement, c'était un bon remède lorsqu'il était préparé en soupe, une médecine courante dans le village de Kadono où il avait grandi. D'après lui, une amie d'enfance en buvait souvent, car elle était le genre d'enfant à se gaver de sucreries desquelles on avait l'occasion, avant de prendre cette soupe pour réparer sa bêtise. Ofu plaisanta en disant qu'elle devait être une personne extraordinaire. Jinya ajouta qu'il la laissait toujours le guider dans la vie. C'est alors qu'Ofu comprit que ce soi-disant but unique n'était peut-être pas aussi vrai qu'il le prétendait. Elle voyait bien que cet homme aimait les soba, appréciait la beauté des fleurs, et chérissait des souvenirs très précieux. Mais aujourd'hui, il était tellement concentré sur l'accomplissement de son devoir qu'il avait perdu de vue tout ce qui l'entourait. C'est pour cela qu'elle lui avait conseillé de se détendre de temps en temps. Après tout, les fleurs éclosent partout. Jinya ne s'en était tout simplement pas rendu compte, mais s'il ouvrait les yeux, il pourrait peut-être remarquer les signes que la vie lui envoyait. Quand ils arrivèrent chez Ofu,
Jinya remarqua que la lumière était allumée et imaginait que le père de la jeune fille devait être réveillé, l'attendant avec inquiétude. Elle admit que son père pouvait être surprotecteur, mais Jinya comprenait, les parents étaient toujours comme ça. Si tel était le cas, la jeune femme se demanda pourquoi le jeune homme s'était montré aussi inquiet pour elle. Mais ce n'était pas une question à laquelle elle s'attendait à avoir une réponse. Les deux se quittèrent avec le sourire, et Jinya invita Ofu à lui apprendre d'autres noms de fleurs un jour ensoleillé. Après le départ de la jeune femme, Mosuke apparut et déclara qu'elle était vraiment une personne exceptionnelle. Jinya allait protester, lui reprochant d'avoir espionné leur conversation, mais Mosuke insista, il fallait continuer à enquêter sur le tueur. Plus tard, durant sa veille, Jinya aperçut un homme ivre qui titubait sur un pont, en pleine nuit. Juste derrière lui, une femme traversa également le pont et rougit en croisant le regard de Jinya. Mais ce moment chaleureux fut brusquement interrompu, l'homme ivre fut soudain tué par une force maléfique dissimulée. À partir de là, la nature occulte de la créature disparut, elle révéla sa forme démoniaque sans la moindre gêne, baignée par la lumière de la lune. Jinya fut immédiatement attaqué. Il parvint à frapper l'armure de la bête pour se défendre, mais sa peau était aussi dure que du béton. La jeune femme, paniquée, essayait de comprendre ce qui se passait, pendant que Jinya lui ordonnait de ne pas bouger, à moins de ne pas tenir à sa vie. Lors d'une attaque suivante, Jinya esquiva et frappa les crocs du monstre, mais sans plus d'effet. Pire encore, le coup projeta Jinya loin de la jeune femme, la laissant vulnérable. Et en effet, elle fut attaquée. Mais Mosuke utilisa son invisibilité pour la pousser hors de portée et la sauver in extremis. Jinya repartit à l'attaque et réussit à porter plusieurs coups. Pourtant, même le célèbre sabre Yara ne semblait pas capable de percer l'armure naturelle de la créature. Après cette brève série d'attaques, le démon s'envola soudainement, comme s'il montait des escaliers invisibles dans le ciel. Malgré la puissance indéniable du monstre, Mosuke croyait qu'il pourrait retrouver son repère. Jinya lui demanda de ne pas se précipiter, mais Mosuke lui répondit que ce n'était pas encore son heure, et lui demanda de s'occuper de la jeune femme pendant qu'il partait seul à la chasse aux sorcières. Jinya entendit alors la jeune femme dire qu'elle ne pouvait pas se relever seule, alors il lui tendit la main. Une fois debout, elle confia que le froid de son épaule lui avait rappelé des souvenirs. Elle s'étonna ensuite que le sabreur ne se souvienne pas d'elle. C'est alors que Jinya la regarda de plus près et réalisa qu'il se tenait devant Natsu. Visiblement, les 3 années qui s'étaient écoulées depuis leur dernière rencontre avaient transformé son apparence au point qu'elle en était méconnaissable. En revanche, Natsu lui dit qu'il n'avait pas changé, ce à quoi il répondit que c'était naturel, il ne vieillissait pas beaucoup. Il lui demanda si elle avait l'habitude de se promener à cette heure-là, et elle répondit que non, qu'elle rentrait juste après avoir fait une livraison pour un client. Touché par son sens des responsabilités, Jinya remarqua qu'elle avait beaucoup mûri, et que son sourire était plus naturel qu'avant. Natsu rougit et le remercia pour le compliment. Puis elle se rappela que, de toute façon, elle ne pouvait pas rester une enfant éternellement. Soudain, un homme surgit de l'obscurité et lança, à moitié moqueur, que la jeune fille était toujours le même garçon manqué qu'avant, ce qui la fit sursauter. Puis l'homme se révéla et Jinya sourit en reconnaissant Zenji après tout ce temps. Un peu plus tard, il mentionna que Natsu avait été attaqué par le démon. Zenji perdit son calme et protégea la jeune fille, exigeant que les gardes soient appelés, tandis que Jinya expliquait qu'il poursuivait l'assassin depuis un certain temps, et que son attaque était probablement une simple coïncidence. Quoi qu'il en soit, si Natsu avait besoin d'aide, elle devait chercher Jinya au restaurant. S'il était sollicité, le chasseur de démons facturerait moins cher que la dernière fois. Sur ces mots, Jinya partit, mais Zenji interrompit son départ pour lui conseiller de se rendre dans la ville-temple, où se trouvait un temple abandonné depuis la mort de son prêtre en chef, il y a de nombreuses années. On disait qu'on y entendait la voix d'une femme chaque nuit. Le temple portait le nom de Mizuo, et les rumeurs affirmaient qu'un démon y résidait. Pendant ce temps, Mosuke poursuivait la bête en fuite, croyant avoir perdu toute chance de la rattraper, jusqu'à ce qu'un cri de femme se fasse entendre. Il vit le démon bondir de toit en toit, transportant sa victime dans ses griffes. Instantanément, il fut replongé dans le traumatisme de la découverte du corps de sa femme, tuée par cette bête insatiable. La haine qui coulait dans les veines du démon mineur prit le dessus, et il courut, katana en main, jusqu'au temple Mizuo, qu'il pénétra sous sa cape d'invisibilité. À l'intérieur, le démon dévorait sa victime, confirmant les craintes de Mosuke, cette créature avait bel et bien tué sa femme. Il prévoyait de partir et de revenir avec Jinya, mais la scène grotesque de la femme déchiquetée fut si marquante que son esprit fut submergé par une envie irrésistible d'attaquer le démon de toutes ses forces. Cette témérité lui coûta cher, la bête le frappa de plein fouet avec ses crocs acérés. À partir de cet instant, Mosuke ressentit la gravité de sa blessure et se demanda s'il allait mourir là, avec la haine toujours brûlante en lui. Après avoir consommé la tête de la femme, le démon passa près de lui, comme s'il allait simplement mourir dans quelques minutes, sans possibilité de riposte. En voyant cela, Mosuke sourit et se traita d'inutile. Un peu plus tard, Jinya arriva au temple abandonné et vit son ami, à quelques secondes de la mort. En deuil de son état,
Mosuke lui demanda une dernière faveur, il lui tendit une dague forgée à Kadono, réputée pour pouvoir tuer les démons. Avec cette arme, Jinya devait venger la femme de Mosuke. Le sabreur promit de le faire sans hésitation, mais en échange, il demanda à recevoir les pouvoirs de son ami. Honorant cette demande, Mosuke lui transféra sa force. Jinya utilisa alors son bras démoniaque pour puiser dans le subconscient tourmenté de son ami. Malgré la douleur, des images d'amour et d'affection pour sa femme complétaient ce tableau, dépeignant une relation improbable entre un humain et un démon. Le jour où elle découvrit la véritable identité de son mari, elle réagit comme si ce n'était rien d'important. Car celui dont elle était tombée amoureuse n'était ni humain ni démon, mais Mosuke. Après avoir vu son ami se dissiper dans l'air comme de la poussière, Jinya scella la promesse avec ces mots, « Ton vœu est gravé dans mon cœur ». Pendant ce temps, le démon réfléchissait à sa condition. Depuis qu'il avait acquis la conscience, le démon se sentait né pour anéantir les hommes de ce monde. Depuis lors, il cherchait à assouvir sa faim, bien qu'il ignorât pourquoi ou pour qui. Quoi qu'il en soit, le démon devait bientôt retourner quelque part, bien qu'il ne sache pas où. Mais parmi tout ce qu'il ignorait, une chose lui était certaine, il ne pouvait pas retourner dans son état actuel. Quelques heures plus tôt, la bête avait capturé une femme nommée Yunagi en ville, et devait finir de se nourrir d'elle, car son corps démoniaque l'exigeait, à chaque instant, il voulait consommer davantage. À en juger par ses vêtements voyants, elle était probablement une courtisane. À un moment donné, cette personne s'appelait Yunagi, mais cela n'avait plus d'importance. Le démon devait retourner là-bas, et vite. La raison de cette urgence lui échappait, mais elle était pressante. À ce moment-là, une voix humaine perça l'air, exprimant son incrédulité face au fait que le démon ait osé revenir à sa cachette. Puis, une silhouette invisible surgit et arracha l'un des bras du monstre d'un coup implacable. Selon Jinya, cette créature n'avait pas seulement l'apparence d'une bête, elle pensait comme une bête. Furieux, le démon tenta de localiser son ennemi par tous les moyens et attaqua son environnement de manière maladroite, manquant de peu de faire s'effondrer le temple. De son côté, esquivant chaque assaut aveugle, Jinya réalisa qu'il n'était pas le seul ennemi de cette bête aujourd'hui. Il laissa alors son bras démoniaque se transformer, et déclara que l'invisibilité mettrait fin à cette créature. En un instant, le démon crut que son adversaire se nourrissait également d'humains. Puis, comme s'il ne s'agissait que d'un jeu d'enfant, Jinya décapita son ennemi, dont la tête, toujours vivante, s'agitait sur le sol comme un poisson hors de l'eau. S'approchant de la tête, Jinya exigea que la vérité soit révélée. Depuis qu'il avait entendu parler de l'affaire, Jinya avait compris que dans cet incident du démon, le nombre de victimes et de disparus ne correspondait pas. Il semblait que le monstre tuait les hommes immédiatement, puis emmenait les femmes dans ce temple pour les dévorer, ce qui expliquait pourquoi les chiffres ne correspondaient pas. Mais quelque chose clochait, la femme de Mosuke avait été retrouvée avec son corps intact. Si le monstre devant lui était bien l'ennemi que Mosuke cherchait depuis toujours, alors pourquoi son épouse avait-elle été retrouvée ainsi? Qui était vraiment ce démon? Un corps, répondit la bête. Plus tôt, le démon avait accusé Jinya de se nourrir lui aussi de corps, et Jinya admit que c'était vrai, mais pas de femmes humaines, plutôt de démons avides. Par ailleurs, Jinya ne se gêna pas pour saisir la tête de la créature et avouer qu'il adorerait posséder son pouvoir. En l'analysant plus attentivement, il remarqua qu'elle possédait la capacité Aranka, qui offrait un énorme gain de vitesse pendant un court instant. En activant cette technique, Jinya pouvait se déplacer dans les airs comme s'il marchait dessus. Ainsi, il comprit la puissance du monstre, mais pas son cœur. À la recherche de ce dernier, Jinya pénétra dans l'intériorité de la bête et y vit une fille maltraitée, jetée dans une rivière. Alors qu'elle coulait, elle ne pensait qu'à revenir et trouver un corps. À chaque seconde qui passait, son désir devenait plus pressant. Elle devait revenir auprès de cette personne. Jinya demanda alors qui était ce démon, et la bête répondit, Atsuo. Elle avait dit à Mosuke qu'elle reviendrait. Elle avait promis de revenir. Finalement, Jinya posa doucement la tête du monstre au sol et comprit que tout ce qu'Atsuo voulait, c'était rentrer chez elle. Le lendemain matin, Jinya s'en alla. Dans son restaurant préféré, le propriétaire mentionna à sa fille qu'il n'avait pas vu Jinya récemment, et pensait qu'il avait arrêté de venir après la blague sur le mariage avec Ofu. En réalité, Ofu avait rencontré Jinya le jour où elle s'était rendue chez Asakusa, et il lui avait dit qu'il reviendrait manger tranquillement à son restaurant une fois son travail terminé. En parlant de cela, son père avait entendu dire que l'affaire du démon avait enfin été résolue, ce qui signifiait que Jinya devait en avoir eu assez de cette affaire. Mais sa fille se rappela quelque chose que le sabreur avait dit, les démons n'avaient pas encore été exterminés. Ce soir-là, deux hommes marchaient dans la rue, cherchant une victime plus jeune cette fois, car les choses s'étaient calmées dans le coin. De préférence, une femme mariée, car c'était plus exaltant quand elle hurlait le nom de leur mari en se débattant jusqu'au bout. Ils se remémorèrent la dernière fille criant « Mosuke », et cela suffisait à les faire rire aux éclats. À ce moment-là, Jinya apparut sans un mot. Il décapita le premier homme et transperça la poitrine du second. Cela fait, il annonça à Mosuke que son vœu avait enfin été exaucé avec succès. Un soir, un homme se dirige vers une boutique de soba lorsqu'il remarque quelqu'un passer.
Pour une raison inconnue, cette personne lui rappelle son frère, alors il la fixe pendant quelques secondes. Pendant qu'il est distrait, Natsu le bouscule accidentellement. Dès qu'elle aperçoit les sabres à sa taille, elle comprend qu'elle a fait une erreur. Cet homme est un samouraï, et offenser un samouraï à cette époque est un excellent moyen de finir décapité. Elle commence donc immédiatement à s'excuser pour l'accident. Mais le samouraï lui dit qu'elle n'a pas à s'excuser, car c'est de sa faute à lui, il n'a pas fait attention à ce qui l'entourait. Natsu est surprise, car les samouraïs ne sont pas connus pour être aussi compréhensifs. Le père Dofus sort alors de sa boutique et rassure Natsu en lui expliquant que cet homme, Naotsugu, est un samouraï réputé pour sa gentillesse, et qu'il ne causerait jamais de problème sans raison. Le lendemain matin, l'homme commande un bol de soba et s'installe. Il a l'air préoccupé. Ofu et son père viennent le voir et lui demandent ce qui le tracasse. Ils lui disent que s'il a quelque chose sur le cœur, il peut leur en parler. Naotsugu apprécie le geste et finit par leur confier qu'il est inquiet pour son grand frère. Le père d'Ofu ne comprend pas, car tout le monde sait que Naotsugu est le seul héritier de la famille Mura. Il n'est pas censé avoir de frère. Et c'est justement là le problème. Naotsugu est certain d'avoir un grand frère. Mais chaque fois qu'il en parle, on lui répond qu'il n'a pas de frère. Il se tourne vers Ofu et lui dit que le nom de son frère est Sadanaga. Mais Ofu n'a jamais entendu parler de quelqu'un portant ce nom. Naotsugu est déçu. Cela fait longtemps que ça dure. Personne, même pas ses parents, ne semble se souvenir de ce frère. Et il commence sérieusement à se demander s'il ne devient pas fou. Ofu et son père voient bien que Naotsugu souffre. Ils lui disent qu'ils connaissent quelqu'un qui s'occupe de ce genre de phénomène surnaturel. Naotsugu demande s'il parle d'un chaman ou d'un exorciste, mais ce n'est pas ça. La personne dont il parle est un simple ronin. Mais il est prêt à enquêter sur des phénomènes mystérieux, et il est suffisamment fort pour terrasser des démons. Il est donc très fiable. Par chance, Jinya entre dans la boutique à ce moment précis. Il dit qu'il aimerait commander un bol de soba, et le père Dofu se met aussitôt au travail. Une fois que Jinya est servi, le père Dofu lui demande s'il commence à apprécier les soba de l'endroit. Jinya répond que les nouilles sont toujours fades et sans éclat, mais il admet que ce goût neutre est réconfortant. Il commence donc à s'y attacher. Après qu'il a terminé de manger, Ofu s'approche pour lui servir une tasse de thé. Jinya, qui a récemment suivi des leçons de composition florale avec elle, devine immédiatement quelle fleur elle a utilisée pour parfumer le thé. Il l'apprécie vraiment. Il la complimente aussi sur sa manière de servir, qui s'est beaucoup améliorée. Mais avant qu'il n'aille plus loin dans la conversation, Naotsugu les interrompt. Il s'excuse de déranger Jinya, mais on lui a dit que ce dernier enquête sur les phénomènes mystérieux, et il espère qu'il pourra l'aider à résoudre son problème. Malheureusement, Jinya répond qu'il ne peut pas l'aider, car sa seule compétence est l'extermination de démons. Donc, à moins que le problème de Naotsugu ne concerne un démon, il ne pourra rien faire pour lui. Plus tard, Natsu croise Jinya par hasard dans une boutique de mochi. Elle est surprise de le voir là, car elle ignorait qu'il avait des passe-temps. Elle s'assoit à côté de lui, et sans prévenir, Jinya lui demande si elle et Zenji vont bientôt se marier. Natsu est tellement surprise par la question qu'elle manque de s'étouffer avec son mochi. Une fois qu'elle parvient à se reprendre, elle demande à Jinya pourquoi il parle soudainement de mariage. Il lui répond qu'il était juste curieux. Natsu a maintenant 16 ans, et à cette époque, c'est un âge considéré comme approprié pour se marier. Il s'est donc dit que Juho voudrait sûrement qu'elle épouse quelqu'un de fiable, comme Zenji. Natsu comprend le raisonnement de Jinya, mais il n'est tout simplement pas question qu'elle épouse Zenji. Ce n'est pas qu'elle ne l'aime pas, mais il est bien plus âgé qu'elle et a toujours été comme un grand frère, pas un partenaire potentiel. Puisqu'il parle de mariage, Natsu en profite pour lui retourner la question, pourquoi Jinya n'a-t-il toujours pas trouvé de femme? Jinya répond qu'il n'y a pas beaucoup de femmes assez folles pour épouser un chasseur de démons sans revenu stable. Natsu ne peut pas vraiment contester cet argument, mais elle lui dit qu'il devrait quand même envisager de se poser un jour, après tout, il ne sera pas jeune éternellement. Elle lui demande alors quel âge il a. Elle pensait qu'il était dans la vingtaine, mais il lui répond qu'il a 31 ans. Elle se souvient qu'il avait déjà dit être immunisé contre le vieillissement, elle avait pris ça pour une blague, mais maintenant elle commence à douter. Elle lui demande de lui révéler son secret, mais Jinya ne veut pas avouer qu'il est à moitié démon. Alors il lui donne une réponse vague. Il laisse ensuite de l'argent sur la table pour payer les mochi, puis se lève, il doit aller chasser des démons. Natsu lui demande pourquoi il choisit de chasser les démons alors qu'avec son talent au sabre, il pourrait facilement trouver un travail plus stable. Jinya ne sait pas vraiment quoi répondre. La seule chose qu'il parvient à dire, c'est que c'est le seul moyen d'atteindre ses objectifs. Natsu est un peu soulagée. Avec le comportement stoïque de Jinya, elle s'inquiétait qu'il n'ait aucun but dans la vie, qu'il soit vide. Mais maintenant, elle comprend, c'est juste un homme normal avec ses rêves et ses inquiétudes. Quoi qu'il en soit, elle doit retourner à la boutique. Elle dit au revoir à Jinya et lui rappelle de ne pas trop se tracasser. Plus tard ce soir-là, Naotsugu s'apprête à sortir pour continuer à chercher son frère, encore une fois. Mais avant qu'il ne quitte la maison, sa mère l'arrête. Elle commence à s'inquiéter de son comportement. Elle lui a déjà dit plusieurs fois qu'il n'a pas de frère.
Mais Naotsugu se souvient de Sadanaga comme si c'était hier, il est convaincu qu'il existe, et il ne compte pas abandonner tant qu'il ne l'aura pas retrouvé. Sa mère pense qu'il va trop loin. Elle a entendu dire qu'il était allé jusqu'au bas-fond et au quartier rouge pour chercher ce frère inexistant. Et maintenant, ça commence à ternir la réputation de la famille. Elle lui rappelle qu'en tant qu'héritier de la famille Mura, il doit préserver sa dignité et se concentrer sur ses responsabilités. Mais depuis qu'il a commencé ses recherches, il néglige tout. Naotsugu lui répond qu'il assumera ses devoirs une fois qu'il aura retrouvé son frère. Puis il s'enfuit dehors pour ne plus l'entendre. Alors qu'il court dans les rues, il repense à un souvenir avec son frère. Il voudrait tellement le retrouver. Mais il ne reste presque aucune trace de lui. C'est alors que Jinya apparaît derrière lui. Il lui demande s'il cherche encore son frère. Naotsugu le reconnaît, c'est l'homme du restaurant de soba. Et Jinya lui annonce qu'il a finalement décidé d'enquêter sur son problème. Il précise cependant qu'il ne peut rien garantir, il n'est pas sûr de pouvoir retrouver Sadanaga. Mais pour Naotsugu, ce n'est pas grave. Il est déjà soulagé que quelqu'un accepte enfin de l'aider. Avant tout, Jinya a besoin de savoir ce que Sadanaga faisait avant de disparaître. Naotsugu s'apprête à l'inviter chez lui pour discuter, mais il se souvient que sa mère est là. Et elle n'approuverait jamais qu'il embauche quelqu'un pour chercher Sadanaga. Il décide donc de se retrouver ailleurs. Il se retrouve après la fermeture dans la boutique de soba. Mais avant de poursuivre la discussion sur Sadanaga, Naotsugu veut poser une question, il a remarqué que le sabre de Jinya est d'une qualité exceptionnelle. Il lui demande donc s'il vient d'une famille de samouraïs. Mais ce n'est pas le cas. Jinya explique qu'il a vécu autrefois dans un village de montagne réputé pour ses forgerons. Là-bas, il occupait un rôle qui l'obligeait à manier une épée pour chasser les démons. Et c'est ce qu'il continue à faire aujourd'hui. Quant à l'épée élégante, elle était à l'origine une lame sacrée conservée dans un sanctuaire du village. Mais après un événement tragique, Jinya a obtenu la permission de l'utiliser pour son voyage. Naotsugu reconnaît les motifs sur le fourreau comme étant typiques des forgerons du village de Kadono, et Jinya est impressionné qu'il ait pu deviner cela rien qu'en l'observant. En réalité, Naotsugu est un véritable passionné de lames, il a passé des heures à les étudier sous toutes leurs formes. Il demande à Jinya si son épée a un nom, et Jinya lui répond qu'elle s'appelle Yare. Mais quand il lui demande s'il peut l'essayer, Jinya lui répond froidement que non, là, il va trop loin. Naotsugu comprend son erreur et s'excuse pour avoir dépassé les limites. Ils reviennent alors au sujet principal. Comme il l'a déjà expliqué, le frère de Naotsugu a disparu. Et peu importe combien il cherche, il ne trouve aucun indice. Étrangement, personne ne semble se souvenir que Sadanaga ait jamais existé. Il lui arrive de croiser des gens qui ont des souvenirs vagues de Sadanaga, mais à chaque fois qu'il essaie d'en savoir plus, ces personnes oublient aussitôt de qui elles parlaient. La conversation devient sérieuse, au point que le père Dofu prend la parole pour demander s'ils peuvent vraiment parler de tout ça ici. Jinya le rassure, il n'y a presque jamais personne dans cette boutique, et d'après ce qu'il sait, Ofu et son père s'inquiètent sincèrement pour Naotsugu. Donc il n'y voit aucun inconvénient à ce qu'ils écoutent. Jinya demande à Naotsugu s'il se souvient de quand son frère a disparu. Il explique que c'était à la fin janvier, cette année. Et maintenant qu'il y pense, il se rappelle que son frère avait dit qu'il allait rencontrer une fille juste avant de disparaître. Après sa disparition, Naotsugu a trouvé des fleurs dans la chambre de Sadanaga. Il ne connaît pas grand-chose aux fleurs, donc il ne sait pas de quelle variété il s'agissait, mais elles avaient un parfum puissant et des pétales blancs. Jinya lui demande quand il les a vues pour la première fois. Naotsugu explique qu'elles étaient dans la chambre de Sadanaga, ce qui est étrange, car son frère n'était pas du genre à s'intéresser aux fleurs. Jinya lui demande s'il a encore ces fleurs, et par chance, Naotsugu les a conservées avant qu'elles ne fanent. C'est une bonne nouvelle, mais maintenant que Jinya sait que des fleurs ont été retrouvées, il devient très préoccupé. Alors, même si la mère de Naotsugu ne sera sûrement pas d'accord, il va devoir se rendre sur place pour enquêter en personne. Le lendemain matin, Jinya retourne à la boutique de soba et il est agréablement surpris de voir Natsu sur place. Le père d'Ofu est étonné de voir à quel point Jinya et Natsu s'entendent bien. Il dit alors à Ofu qu'elle devrait se bouger un peu avant que quelqu'un ne lui vole Jinya, mais elle ne comprend pas de quoi il parle. À ce moment-là, Jinya demande à Ofu à quel point elle est proche de Naotsugu. Elle répond qu'ils ne sont pas vraiment proches, mais qu'ils discutent souvent quand il vient à la boutique. Si elle devait le décrire, elle dirait que c'est un homme gentil. Le père d'Ofu ajoute cependant que Naotsugu devient parfois un peu trop excité quand on parle d'épée. Et justement, en parlant d'épée, il a quelque chose à offrir à Jinya. Il sort un kogai de samouraï et le tend à Jinya. Ofu lui demande comment il a pu se procurer un tel objet, car seuls les samouraïs y ont accès. Il explique qu'il l'a reçu en cadeau de Naotsugu, mais qu'il souhaite maintenant l'offrir à Jinya. Jinya essaie de refuser, car ce cadeau ne lui était pas destiné, mais le père d'Ofu insiste, un simple tenancier de boutique de soba n'a pas besoin d'équipement de samouraï. Il semble vraiment vouloir que Jinya l'accepte, alors ce dernier finit par céder. Mais il a encore une chose importante à discuter. Il se tourne vers Ofu et lui demande si une fleur avec des pétales blancs et un cœur jaune pourrait être une jonquille. Elle lui répond que c'est possible.
Et Jinya commence à s'inquiéter sérieusement, si c'était vraiment des jonquilles qu'on a retrouvées dans la chambre de Sadanaga, alors les choses viennent de se compliquer. Jinya et Naotsugo se rendirent chez Naotsugo où ce dernier l'accueillit à l'intérieur peu de temps après son arrivée. La mère de Naotsugo apparut et demanda qui était cet homme. Jinya s'avança, se présenta et s'excusa pour cette visite inattendue. La mère de Naotsugo accueille Jinya avec courtoisie et demande à son fils d'expliquer qui est ce visiteur. Jinya lui dit qu'il vient du village de Kadono. Elle mentionne que ce village est célèbre pour ses forgerons. Naotsugo confirme cela et explique que Jinya est un samouraï qui partage sa passion pour les katanas et qu'il l'a invité à passer la nuit avec lui. On invite alors Jinya à entrer. Plus tard, la mère de Naotsugo remercie Jinya. Il lui demande pourquoi elle le fait. Elle répond qu'il a redonné le sourire à Naotsugo et qu'elle en est heureuse. Une fois dans la pièce, Jinya remarque que Naotsugo a une mère très aimable. Naotsugo répond qu'en réalité, elle est plus embarrassante que gentille et lui montre la fleur qu'il cherchait. Jinya reconnaît qu'il s'agit de daffodils. Naotsugo lui demande si ces fleurs ont une importance particulière. Jinya répond qu'elles sont plus petites qu'il ne l'imaginait et demande à Naotsugo s'il est certain de les avoir trouvées au printemps. Naotsugo confirme qu'il en est sûr. Jinya évoque alors la jeune fille que son frère Sadanaga lui a dit vouloir rencontrer avant de disparaître. Il pense maintenant qu'il s'agit d'un démon. Il met en garde Naotsugo en lui expliquant que Sadanaga a peut-être été emmené dans un autre monde et que ces fleurs en sont la preuve. Naotsugo lui demande s'il veut dire que ces fleurs proviennent du repère du démon. Jinya exprime le désir de visiter la chambre de son frère. Naotsugo accepte et lui dit de le suivre. Cependant, quand Naotsugo commence à marcher, Jinya reste sur place et affirme qu'il préfère le laisser passer devant. Naotsugo fait remarquer qu'il ne trouvera pas le chemin tout seul, mais Jinya insiste en disant que tout ira bien. Naotsugo soupire et quitte la pièce. Dès qu'il est parti, Jinya pense qu'il y a peu de risque que quelque chose arrive s'il reste visible. Pendant que Naotsugo se dirige vers la chambre de son frère, Jinya le suit discrètement en utilisant la furtivité. Arrivé dans la pièce, Naotsugo sent une drôle d'odeur qui le rend étourdi. Il bascule alors dans un autre monde. Là-bas, une petite fille tente désespérément de sauver ses parents d'un incendie mais n'y parvient pas. Tout finit en cendres et l'enfant reste seul au sol. Quand elle se relève et marche parmi les gens, ils ont peur d'elle. Lorsqu'elle essaie de s'attacher à quelqu'un, tous s'enfuient. En regardant son reflet dans l'eau, elle découvre que ses yeux sont rouges, elle s'est transformée en démon. Elle murmure qu'elle a perdu ses parents et sa maison et que cela empire encore quand ses souvenirs eux-mêmes se brisent. Elle court en pensant qu'elle ne retrouvera jamais ce jardin. Après cela, elle déménage en ville, grandit et vieillit. Elle visite un jour la maison de Naotsugo et voit Sadanaga s'entraîner sous les regards heureux de sa famille. La jeune fille commence à pleurer en souhaitant pouvoir revenir en arrière. Elle imagine que ses parents sont là avec elle et rejoue avec une balle. Peu après, Naotsugo se réveille mais dans le monde de la jeune fille. Il demande ce qui s'est passé. Jinya apparaît derrière lui, ce qui effraie Naotsugo. Jinya dit qu'il semble avoir erré dans un lieu lié à la chambre de son frère. Naotsugo lui demande ce que cet endroit représente. Jinya explique que l'immense feu est lié à une petite fille qui est devenue un démon et que la vieille maison dans laquelle elle vivait ne devrait plus exister. Il lui demande si Naotsugo a vu tout cela. Naotsugo admet qu'il l'a vu. Jinya exprime qu'il ne croit pas qu'il s'agissait d'un simple rêve. Il voit alors l'enfant jouer à la balle devant Sadanaga. Quand Naotsugo aperçoit son frère, il se dirige vers lui mais ressent une douleur dans la tête. Sadanaga demande à la fille ce qu'elle souhaite manger ce jour-là et lui dit qu'il cuisine mieux qu'avant. La jeune fille répond qu'il vaudrait mieux qu'il abandonne et parte. Sadanaga réplique qu'il est temps qu'elle prépare ses nouilles spéciales. La jeune fille supplie Sadanaga de l'écouter et lui dit qu'il a une famille et une maison à retrouver. Et qu'il ne doit pas laisser ce sentiment de pitié le consumer car cela fait tout perdre. Ce jardin est celui du bonheur et grâce à sa présence, elle peut revoir ses parents. Elle l'implore donc de partir. Sadanaga lui dit qu'elle le comprend mal et explique que ce n'est pas la maison qui façonne les gens, mais les gens qui font une maison. Il lui dit que le bonheur peut se trouver n'importe où et qu'un endroit qui ne nous rend pas heureux n'est pas forcément une maison. La jeune fille demande comment Sadanaga peut savoir cela. Sadanaga répond qu'elle a été seule pendant un siècle et qu'elle a compris cela profondément. Il propose alors à la jeune fille de venir vivre avec lui. L'enfant insiste en disant que cela est impossible et affirme que ce jardin lui appartient désormais. Sadanaga lui demande si elles peuvent vivre ensemble, lui assure que c'est possible et lui propose de devenir sa fille. Il arrêtera d'être samouraï et ils vivront une vie tranquille en dehors. La petite fille répond qu'elle ne peut pas s'échapper de cet endroit ni voir Sadanaga comme son père. Sadanaga dit que c'est gênant mais qu'il attendra qu'elle change d'avis. Il lui promet qu'il est sérieux et que si le jour vient où elle le considère comme son père, ils quitteront ensemble ce lieu. La jeune fille dit qu'elle ne pense pas que ce jour viendra. Sadanaga regrette que ce soit ainsi, comme s'il resterait là pour toujours. Ensuite, Sadanaga disparaît. Naotsugo demande à la jeune fille où son frère est parti. Elle lui dit qu'il n'y a plus personne ici et qu'il ne reste rien. Naotsugo la supplie de ramener son frère. Jinya s'avance et dit à Naotsugo que son frère n'est plus là. Naotsugo lui demande pourquoi il dit cela quand il l'a juste vu. Jinya révèle qu'il a été présent une fois.
Naotsugo lui demande ce qu'il essaie de dire. Jinya explique que les choses fleurissent à des saisons différentes. Naotsugo veut savoir ce que cela a à voir avec son frère. Jinya explique que les daffodils qu'il lui a montrés fleurissent tôt en hiver, alors que Sadanaga a disparu au début du printemps et qu'actuellement, on est en automne. Alors, d'où Sadanaga tient-il ces daffodils? Jinya suppose que le repère du démon se trouve en dehors de leur monde. Il pensait que les daffodils poussaient ici toute l'année mais il s'est trompé. Le daffodil est un signe du printemps. Bien quand leur monde ce soit l'automne, des fleurs de printemps y fleurissent, ce qui signifie que le temps avance plus vite dans ce monde. La jeune fille ajoute que le temps passe beaucoup plus rapidement ici que dans la réalité. Naotsugo demande comment le temps peut s'écouler si vite. La jeune fille explique qu'elle possède le pouvoir du rêveur, ce qui lui permet de créer ce jardin heureux à partir du passé, comme un petit monde de souvenirs. Puis les parents de la jeune fille apparaissent brièvement puis disparaissent à nouveau. Elle leur dit que c'est tout et que son pouvoir ne peut retenir personne dans ce monde miniature. Ce n'est qu'un voyage nostalgique embellissant le passé. Naotsugo demande si son frère est mort. La jeune fille répond qu'il n'y a plus personne ici. Plus tard, elle leur dit qu'elle va partir et avoue qu'elle a volé son frère à Naotsugo, mais qu'elle doit le remercier car il lui a apporté le salut. Elle leur dit qu'ils retourneront d'où ils viennent dès leur réveil. Jinya lui demande ce qu'elle compte faire ensuite. Elle répond qu'elle restera à contempler ce qu'elle a perdu depuis tout ce temps. Quant à Sadanaga, il a passé le reste de sa vie à essayer de créer un endroit spécial pour elle. Jinya lui rappelle qu'elle doit tenir la promesse faite à Sadanaga. Juste après, ils reviennent dans leur monde. Naotsugo annonce qu'ils sont de retour et espère comprendre pourquoi son frère a choisi de rester dans le monde du démon. Ils se rendent ensuite au restaurant situé dans un quartier historique, où l'on raconte qu'un grand incendie sombre a eu lieu 2 siècles plus tôt. Naotsugo pense que c'est l'incendie qui a tout pris à la jeune fille. Il précise que c'est seulement une théorie mais note que le terrain sur lequel se trouve aujourd'hui le manoir de Mura était jadis la maison de la famille de la jeune fille. Jinya demande si Naotsugo pense aussi cela. Naotsugo conclut que cela pourrait expliquer pourquoi ce monde partage une connexion avec leur propre monde, un lien traversant le temps. Cela ressemble à une pensée poétique. Jinya s'excuse auprès de Naotsugo de ne pas avoir pu l'aider davantage, mais Naotsugo le rassure en disant que tout va bien. Il exprime sa gratitude et explique que Sadanaga était un homme droit et fidèle à ses principes, même s'il ne comprend pas pourquoi il a rejeté leur famille. Mais il sait qu'il est resté fidèle à son cœur jusqu'au bout. Il remarque ensuite que l'heure est tardive et qu'il doit aller terminer ses devoirs. Il prend congé. Ofu le retient en lui rappelant que son frère était une personne remarquable, même si personne ne s'en souvient, cela ne change pas le fait qu'il ait risqué sa vie pour sauver une fille en détresse. Cela fait pleurer Naotsugo. Il admet qu'il est fier de lui, puis part. Plus tard, Ofu exprime sa gratitude envers Jinya pour l'aide apportée à Naotsugo. Son père ajoute également ses remerciements et demande à Jinya pourquoi il semble triste. Il explique que le démon appelle Sadanaga par le nom de Yoma alors qu'il le connaît sous le nom de Sadanaga, ce qui semble étrange puisque les noms paraissent différents. Le père d'Ofu dit que le vrai nom de Sadanaga pourrait être Yoma. Jinya répond qu'à sa connaissance, seul son maître ou sa famille connaît le véritable nom d'un samouraï. Le père d'Ofu rit et dit que même sa famille ne le sait peut-être pas. Le fait que la jeune fille l'appelle Yoma prouve qu'il la considère comme sa famille. Jinya dit que cela lui rappelle quelque chose. La mère de Naotsugo réprimandait souvent son fils à cause de son obsession pour les épées. Jinya demande au père d'Ofu de répéter une phrase précise. Le père répond qu'il a entendu dire que la mère demandait souvent à son fils d'arrêter, et qu'elle disait quelque chose de particulier, mais il ne se souvient que vaguement. Il ajoute qu'il a aussi rencontré cette femme. Elle était aimante et respectable. Elle traitait même un ronin comme lui avec respect. Elle faisait attention à ce qu'elle disait devant les autres. Jinya leur dit aussi que le démon a déclaré que Sadanaga n'était plus là. Il explique que les démons ne mentent pas, mais qu'ils cachent parfois la vérité. Il pense que c'est ce qui s'est passé. Il raconte que Sadanaga a vécu plus de 20 ans avec la jeune fille dans un autre monde, avant de décider de partir. Il était devenu vieux, alors qu'un seul mois s'était écoulé dans le monde réel. Il ne pouvait pas revenir chez lui comme un vieillard. Il est donc allé en ville, a acheté une vieille maison à bon prix et a ouvert un restaurant de nouilles soba à Edeto. Jinya dit qu'il faut le corriger s'il se trompe. Le père d'Ofu répond que le temps passait plus vite dans le monde du démon, et que Sadanaga aurait pu mourir de vieillesse. Jinya dit qu'il ne pense pas qu'il soit mort. Le père d'Ofu lui demande d'où vient cette certitude. Jinya répond que la jeune fille souriait. Il pense que Sadanaga est toujours vivant, car la fille a trouvé un nouveau père, et ce père, c'est lui, Sadanaga. Le père d'Ofu trouve cela injuste et lui demande quand il a compris. Jinya répond qu'il l'a su à la fin de toute cette histoire. Il dit que plusieurs indices étaient présents, pas seulement liés au nom, mais aussi à d'autres éléments. Il explique que c'est étrange qu'un vendeur de nouilles possède des outils de samouraï, mais qu'on les lui avait donnés quand il était encore Sadanaga. Le père d'Ofu confirme. Il ajoute que Naotsugo était souvent agacé quand il se grattait la tête en public, et qu'il lui avait offert un bâtonnet pour arranger ses cheveux. Jinya demande s'il a déjà dit à Naotsugo qu'il était son frère. Le père d'Ofu répond qu'il pensait que son frère serait heureux de savoir qu'il était en vie.
Il dit qu'il a choisi de rester auprès de celle qui avait le plus besoin de protection. Ce jour-là, il a perdu son identité de membre de la famille Mura. Il ne pouvait plus se considérer comme le frère de Naotsugo. Il ajoute que Naotsugo n'est plus un enfant et qu'il sait qu'il se débrouillera seul. Il demande à Jinya de garder le bâtonnet comme cadeau, car il n'en a plus besoin. Jinya lui dit qu'il est très têtu. Sadanaga rit et s'excuse. Il dit que les autres ne comprennent pas sa logique. Il demande à Jinya ce qu'il en pense. Il lui demande s'il sait pourquoi il a décidé de devenir le père de cette fille. Jinya répond qu'il n'y avait aucune raison au début. Sadanaga rit encore. Il dit que c'est vrai. Il ne supportait pas de voir cette fille souffrir et être seule. Il a décidé de rester avec elle. Il pense que quand une personne choisit un chemin, elle doit le suivre, même si les autres ne comprennent pas. Il ajoute que chacun pense à sa façon, et qu'il est inutile d'expliquer ses raisons aux autres. Jinya approuve. Il dit que nos raisons nous appartiennent, et qu'elles ne sont pas faites pour être comprises par tous. Sadanaga répond qu'il savait que Jinya comprendrait. Il lui dit qu'il a la sagesse des anciens, presque comme un démon. Jinya est surpris. Sadanaga poursuit. Il dit qu'il a vécu plus de 20 ans avec un démon et qu'il a appris ce que c'était que de vivre entouré d'eux. Jinya demande comment va la jeune fille. Sadanaga dit qu'elle est là, avec eux, et il regarde Ofu. Jinya comprend alors pourquoi ils ont pu entrer facilement dans son monde. Ofu lui demande s'il ne se souvient pas de ce qu'elle lui avait dit, qu'il est encore un enfant. Jinya répond qu'il l'est sûrement encore à ses yeux, puisqu'Ofu a vécu plus de 200 ans. Ofu lui demande ce qu'il compte faire maintenant. Elle lui rappelle qu'il a dit que son travail était de tuer les démons. Jinya répond qu'il veut un bol de kakisoba. Ofu demande à son père d'en préparer un. Sadanaga s'exécute aussitôt. Pendant ce temps, Ofu verse du thé à Jinya en souriant. Jinya lui demande pourquoi elle sourit. Ofu répond qu'elle est très heureuse et que cela se voit. Elle ajoute qu'elle sait que la vie de Jinya a plus de sens que sa mission. Puis elle lui sert le bol de soba. Jinya repense au passé. Il dit que le temps passe sans pitié, et que même les choses les plus précieuses nous échappent. Ce que l'on perd reste perdu pour toujours. Puis il revient au présent. Juzu et Jinya sont assis ensemble. Juzu propose un verre à Jinya et lui dit qu'il peut boire autant qu'il veut. Ensuite, Juzu mentionne qu'il a un travail pour Jinya. Il explique que le propriétaire d'une boutique d'art dans le quartier de Tanmacho est venu le voir avec un problème concernant un tableau qu'il a acheté. Juzu montre le tableau à Jinya et dit qu'il pourrait être maudit ou avoir quelque chose de maléfique. Le tableau s'appelle Lukyo de Kudanzaka. Jinya devine qu'il y a des histoires étranges à propos du tableau. Juzu confirme. L'artiste qui l'a créé est très malade et cloué au lit, croyant que des démons le punissent pour avoir vendu le tableau. Juzu demande à Jinya ce qu'il en pense. Jinya répond qu'il semble normal, mais ajoute que les vrais objets maudits ne révèlent leur pouvoir qu'au bon moment. Juzu dit que s'ils ont de la chance, rien de grave n'arrivera, mais si quelque chose se passe, il veut que Jinya s'en occupe. Jinya accepte en disant de le laisser faire. Juzu précise à Jinya qu'il ne travaillera pas gratuitement et qu'il sera bien payé. Une fois tout terminé, Juzu propose de boire un verre avec Jinya. Jinya se rend dans un restaurant de soba et est accueilli par Ofu. Il commande son plat habituel, du kakesoba. Soudain, Zenji entre et le cherche. Zenji montre un tableau à Jinya et explique qu'il enquête aussi sur un tableau maudit. Il demande l'aide de Jinya pour résoudre le mystère. Zenji lui raconte les mêmes choses que Juzu, les gens disent que le tableau est maudit et que son ancien propriétaire est mort de manière étrange. Jinya révèle qu'il a le même tableau et le montre à Zenji. Zenji est choqué, pensant que le sien était le seul original. Il réalise qu'il pourrait y avoir plusieurs copies du tableau. Il trouve cela étrange. Ofu regarde le tableau et dit que c'est une très belle œuvre d'art. Zenji dit à Jinya qu'il connaît le propriétaire d'une boutique d'art à Tanmacho, qui pourrait les aider à trouver l'artiste. Zenji et Jinya se rendent à Tanmacho. Zenji demande à Jinya d'attendre dehors pendant qu'il parle au propriétaire. Zenji entre et demande si le tableau maudit original est toujours là. Le propriétaire explique qu'il l'a retiré de la boutique car cela nuisait à son commerce, les gens avaient peur à cause des rumeurs de malédiction. Zenji demande si ces histoires ont été inventées par l'artiste, mais le propriétaire affirme que non, confirmant que l'artiste est malade et alité, et que le premier acheteur du tableau est mort. Zenji demande où vit l'artiste, et le propriétaire indique le quartier de Sako. Jinya se rend chez l'artiste et demande un certain Sagadono. Une voix l'invite à entrer. Le peintre, Sagadono, lui demande qui il était ce qu'il veut. Jinya explique qu'il cherche des informations. Sagadono l'invite à s'asseoir et lui propose du thé. Jinya mentionne avoir entendu que Sagadono est très malade. Sagadono répond que ce n'est rien de grave, juste la vieillesse. Jinya demande si sa maladie est liée au tableau maudit. Sagadono rit et dit que ce ne sont que des ragots. Jinya lui montre le tableau, disant qu'il a entendu que Sagadono en est l'auteur. Sagadono le regarde et dit que cela lui rappelle de vieux souvenirs. Jinya explique qu'il veut découvrir la vérité derrière le tableau et les étranges histoires. Il demande si Sagadono peut l'aider. Sagadono répond, bien sûr, je peux aider. Sagadono explique que Kudanzaka fait référence à la femme du tableau. Jinya demande si c'est son nom. Sagadono dit que non,
précisant que le nom vient d'un homme qui portait un katana fabriqué à Kadono, nommé Motoharu. Jinya est choqué en entendant ce nom, Motoharu était son père adoptif. Soudain, Jinya se souvient du passé. Il revoit Motoharu le protéger, lui et Shirayuki. Dans ce souvenir, Motoharu dit qu'il n'a pas pu protéger la femme qu'il aimait et se trouve pathétique. Il raconte à Jinya qu'il détestait Yokaz au début, qu'être un sentinelle le rendait confus et fou à cause d'elle, mais qu'il a toujours voulu la protéger malgré cette haine. Motoharu dit que tout change avec le temps, même son serment de la protéger, et met en garde Jinya de ne pas devenir comme lui. Il lui demande de comprendre et de porter sa haine avec sens, puis le met en charge de Shirayuki et Suzune. De retour au présent, Jinya demande à Saga Dono d'en dire plus sur Motoharu, précisant qu'il était son père adoptif. Saga Dono est heureux de partager davantage, ajoutant qu'expliquer Kudanzaka nécessite de raconter toute l'histoire de Motoharu. Un flashback montre Saga Dono, jeune, visitant une maison où il emménage. Il y rencontre une femme qui y vit déjà. Saga Dono lui dit qu'il emménage ce jour-là et lui demande son nom. Elle répond « Je ne peux pas partager mon nom, mais je ne mens jamais ». Elle lui dit de l'appeler la dame sans nom. Avec le temps, Saga Dono et la dame sans nom deviennent amis. Elle apprécie ses peintures et soutient son travail. Un jour, Motoharu visite la maison pour remettre une lettre de Yokaz à la dame sans nom, qu'il semble déjà connaître. Motoharu, fatigué et mécontent de son travail de sentinelle, se plaint de devoir protéger une princesse tout en faisant des tâches de serviteur. Saga Dono plaisante, « Tu te plains toujours de Yokaz, n'as-tu rien de gentil à dire sur elle ?» Motoharu répond, « Cette femme est plus démoniaque qu'un vrai démon. » Tout le monde rit. Saga Dono explique à Jinya que le tableau était à l'origine un béni, un style d'art qu'il a réalisé à la main lorsqu'il vivait avec la dame sans nom. Plus tard, des personnes intéressées par la vente du tableau lui ont demandé une copie pour le marché, celle qui circule maintenant. Jinya demande si la femme du tableau est la dame sans nom. Saga Dono répond, « On pourrait dire ça, mais pas tout à fait. » Jinya demande pourquoi il a dit que le tableau était démoniaque. Saga Dono explique que c'était une blague au départ, pour taquiner Motoharu, mais il pense maintenant que c'était une erreur. Le tableau est né de vrais sentiments humains, d'amour, et il croit que le karma le punit pour en avoir fait un objet commercial. Jinya comprend que Saga Dono a nommé le tableau ainsi pour plaisanter, mais les rumeurs ont fait croire qu'il était maudit, ce qui a peut-être porté malheur à Saga Dono. Cependant, Saga Dono insiste que tout cela est une coïncidence, et qu'il n'y a rien de magique ou maudit. Jinya demande alors pourquoi Saga Dono a dit qu'il regretterait la vérité. Un flashback montre Saga Dono essayant de peindre le tableau. Il montre une version à Motoharu, qui la trouve terrible. Saga Dono fait plusieurs versions, mais aucune ne satisfait Motoharu, qui lui demande de la rendre plus belle. Saga Dono explique à Jinya que le tableau final est une version idéalisée et exagérée de Yokaz, reflétant la vision de Motoharu. Il révèle aussi que Jinya a vu une ressemblance avec la princesse Nunakawa, mais que Motoharu, lui, y voyait la déesse Yasaka Toto. Saga Dono demande si Jinya connaît cette déesse. Jinya confirme, se souvenant que Motoharu lui avait parlé des mythes locaux. Saga Dono pense que Motoharu voyait une ressemblance entre la dame sans nom et cette déesse, toutes deux originaires de Shinano. Dans un flashback, Motoharu, heureux, donne un nom au tableau. De retour au présent, Saga Dono plaisante, « Je t'avais dit que tu regretterais de savoir ». Il explique que le tableau est le résultat des sentiments amoureux de Motoharu, qui voulait rendre sa femme belle et spéciale, ce qui lui donne cet aspect envoûtant. Jinya comprend que les gens ont qualifié le tableau de démoniaque non pas à cause d'une malédiction, mais à cause de sa beauté. Saga Dono donne à Jinya une des esquisses du tableau, ajoutant que Motoharu aimait vraiment sa famille. Il raconte que Motoharu a cessé de visiter après la naissance de sa fille, et que la dernière fois, il lui a dit avoir adopté un nouveau fils et une nouvelle fille, avant de ne plus jamais revenir. Jinya retourne au restaurant de soba, où on lui sert son soba. Kie remarque que Jinya le fixe et demande s'il y a un problème. Jinya répond que non, pensant simplement à quel point Kie est un bon père. Ofu demande si quelque chose s'est passé avec le tableau. Jinya dit que ce n'était pas grand-chose, mais qu'il a découvert quelque chose sur son père adoptif qui l'a surpris. Ofu rit et dit que les pères sont ainsi, imparfaits mais uniques. Jinya acquiesce. Plus tard, Jinya rencontre Juzu et lui dit qu'il n'y a aucun problème avec le tableau, il peut le garder ou le vendre sans risque. Juzu demande ce qu'il pense de la mort de l'acheteur. Jinya répond que c'est peut-être une coïncidence. Juzu le remercie et va chercher son paiement. Ensuite, Jinya et Juzu partagent des verres. Jinya demande si Juzu boit souvent du saké. Juzu répond que c'est une façon d'échapper à ses soucis, devenu un hobby, surtout avec les nouvelles saveurs. Il demande à Jinya s'il aime le saké. Jinya dit qu'il apprécie un ou deux verres le soir. Juzu sourit et propose de recommencer une autre fois. Jinya accepte avec plaisir. Au cours de la 7e année, une démone s'approche de Jinya alors qu'il est seul. Elle lui demande de l'acheter car elle souffre énormément, mais Jinya refuse. Elle le supplie à nouveau, mais il refuse encore. La démone attaque alors Jinya, sans toutefois le toucher. Jinya tente de découvrir son nom,
mais elle ne lui en laisse pas l'occasion et l'attaque jusqu'à ce qu'il parvienne à la tuer, faisant apparaître une fumée blanche. Une femme assiste à toute la scène et donne une récompense à Jinya, comme convenu, pour avoir tué cette fille. Elle explique que cette dernière était autrefois une prostituée de Baran à Yoshiwara. Elle avait contracté la syphilis, ce qui l'avait brisée physiquement et mentalement, et elle avait été rejetée sans pitié jusqu'à devenir une démone et tuer un homme sous un cerisier. Jinya se demande pourquoi cette mission lui a été confiée par pitié. La femme, émue, avoue qu'elle finira probablement comme cette démone un jour. Cette pensée l'empêche de détourner le regard. Elle remercie Jinya, mais il est surpris qu'elle pense cela d'elle-même. Elle lui confie qu'en tant que personne exerçant ce métier, elle sait lire les expressions des hommes et remarque que celle de Jinya ressemble à celle d'un enfant perdu. Jinya lui demande alors qui elle est vraiment. Elle se présente comme Utaka, un nom spécial donné aux prostituées de rue, et ajoute que ce nom seul suffit, n'est-ce pas? Puis, elle lui demande de la tuer rapidement si un jour elle devient une démone sous les cerisiers, mais précise qu'il n'aura pas de récompense cette fois-là. Jinya lui explique qu'il ne travaille pas pour rien, ce qui la pousse à penser qu'il est dénué d'émotion. Elle s'en va, et Jinya trouve cette femme très mystérieuse. L'histoire se déplace ensuite au temple Karyuzan, très fréquenté car c'est un jour saint. Ofu et Natsu s'y trouvent, et Natsu demande à Ofu où sont les hommes qu'elle a invités. Ofu lui répond que Jinya et Miura ont du travail et n'ont pas pu venir, et que Zenji, qui les avait invités, n'a pas pu se libérer non plus. Natsu imite alors son père, qui disait que tout bon marchand sait que les jours fériés sont une excellente occasion de travailler. Elle explique à Ofu que c'est une maxime de son père et propose, puisque c'est un festival, de simplement en profiter toutes les deux. Elle joue avec les enfants, mange des saucisses et des bonbons, puis s'arrête devant une plante particulière. Natsu réalise alors qu'ils sont en plein été et demande à Ofu le nom de cette plante. Ofu lui explique qu'elle a un surnom car son fruit est rose comme elle, et certains disent qu'il est plongé dans la flamme d'une lampe, ce qui lui donne l'apparence d'être couvert de feu. Il existe de nombreuses théories à ce sujet, mais aucune source précise. Ofu ajoute que certains l'appellent Ozuki, ce qui signifie lanterne démoniaque, et que cela pourrait être une lumière allumée par des démons lorsqu'ils errent, ce qui terrifie Natsu. Ofu pense que Natsu a peur des démons, mais Natsu lui répond que tout le monde en a peur. Elle raconte avoir été attaquée par un démon à 2 reprises et avoir failli mourir si Jinya n'avait pas été là. Il y a 4 ans, il a été son garde du corps pendant 2 nuits, et lorsqu'elle l'a vu trancher le bras d'un démon, l'enfant en elle n'a pu s'empêcher de penser qu'un duelliste tout droit sorti d'un livre de lecture se tenait devant elle, bien vivant. Ofu demande alors à Natsu si elle aime Jinya, mais Natsu nie que ce soit de l'amour, précisant qu'il est un personnage de nombreuses histoires qu'elle imagine. Elle se souvient de ce qu'il lui avait dit sur les raisons qui le poussent à suivre cette voie, et confie à Ofu que, lorsqu'elle l'a regardé à ce moment-là, ce n'était pas le regard d'un duelliste, mais celui de quelqu'un qui pouvait se briser au moindre contact. Elle a alors réalisé qu'il n'est pas différent d'elle, et c'est pourquoi elle se sent à l'aise avec lui. Si elle qualifiait ce sentiment d'amour, elle décevrait toutes les femmes du monde. Ofu acquiesce et lui dit que Jinya évite ses sentiments et refuse de les affronter. Akitsu les appelle alors pour regarder ses marchandises et leur propose d'acheter ce qui leur plaît. Natsu chuchote à Ofu et lui demande qui est cet homme. Ofu lui explique qu'il est un client régulier de leur restaurant et qu'il vient de Kyoto. Akitsu se présente à Natsu comme Somegoro Akitsu, ce qui la surprend, car les Somegoro sont parmi les meilleurs artisans métallurgistes. Akitsu tente de la rassurer, mais Natsu lui répond qu'en tant que fille de Taiji, elle ne peut s'empêcher de s'inquiéter. Elle lui demande également si ses marchandises sont dignes du nom Somegoro. En examinant les objets, elle constate qu'ils sont de bonne qualité. Akitsu leur montre ensuite 2 coquillages assortis que Natsu reconnaît. Elle note qu'ils sont un peu anciens, mais que leur fabrication est excellente. Akitsu lui dit que, vu son âge, elle doit avoir quelqu'un qui lui tient à cœur, et que si elle offre ses coquillages en cadeau, cette personne tombera sûrement amoureuse d'elle. Natsu nie avoir quelqu'un de spécial, mais Ofu intervient et affirme qu'elle a bien quelqu'un, mais qu'elle est trop gênée pour l'admettre, ce qui embarrasse encore plus Natsu. Akitsu rit et lui montre autre chose, un moineau gonflé. Natsu le prend et l'apprécie beaucoup, bien qu'il ne soit pas aussi raffiné qu'un Somegoro. Akitsu leur raconte qu'à l'époque de la dynastie Qing, les moineaux se transformaient en palourdes et tombaient dans la mer, mais il pense que c'est un mythe. On disait aussi que les moineaux disparaissaient à la fin de l'automne, tombant dans la mer pour se transformer en palourdes. Il trouve que ce moineau convient parfaitement à Natsu, car il est petit par rapport à une palourde. Natsu pense qu'il se moque d'elle, mais il lui assure que non et lui explique qu'être un moineau gonflé capable de survivre à l'hiver est une bonne chose. Il lui dit que les cœurs des gens changent et lui souhaite que ses sentiments s'épanouissent et se transforment en coquillages. Natsu proteste contre le fait d'être comparé à un moineau, mais elle aime l'objet et décide de l'acheter. Après avoir payé, Akitsu lui offre un cadeau, ce qui surprend Natsu, c'est un véritable Somegoro Kanzashi. Elle lui demande comment il l'a obtenu, mais il répond que cela n'a pas beaucoup de valeur et qu'il le jettera plus tard si elle ne le prend pas, ce qui choque Natsu. Akitsu insiste pour qu'elle le prenne, lui disant que cela lui portera bonheur. Natsu finit par accepter, le remercie,
et elles prennent congé de lui. En partant, les cloches sonnent plus fort, une plante tombe de l'arbre, et une grande ombre cachée en surgit. L'histoire passe ensuite à Jinya, qui poursuit un autre démon. Il le localise, le trouve et le tue. Ensuite, Jinya se rend chez l'homme qui lui a confié cette mission et reçoit sa récompense. L'homme lui propose du saké spécial, qu'il a obtenu d'un bon endroit et qui n'est plus disponible sur le marché, mais Jinya refuse et part, se sentant reconnaissant envers lui. L'homme lui dit que s'il a besoin de quoi que ce soit à l'avenir, il le lui demandera. Alors que Jinya marche seul, Utaka apparaît et lui dit qu'il est clair qu'il est revenu sain et sauf. Jinya lui demande si elle s'inquiétait pour lui, et elle confirme, précisant que si elle mourait à cause des informations qu'elle a vendues, elle ne pourrait pas vivre avec elle-même. Jinya lui donne quelque chose pour cette information. Utaka lui demande alors ce qui le préoccupe. Il révèle qu'il a tué quelque chose qu'il ne voulait pas tuer, mais qu'il ne peut toujours pas choisir de ne pas utiliser son épée. Elle s'en va, mais s'arrête pour lui parler d'un autre homme spécialisé dans la chasse aux démons, qui peut contrôler des shikigami. On dit aussi qu'il peut utiliser des animaux comme des chiens et des oiseaux pour traquer les démons, mais elle n'est pas sûre de cela et pense que ce ne sont que des rumeurs. Elle l'avertit de ne pas laisser ce nouveau rival lui voler son travail, puis s'en va. Le lendemain, Jinya se rend au restaurant où on l'attend. Ofu lui dit que Natsu ne va pas bien. Quand Natsu voit Jinya, elle se précipite vers lui, prend sa main et lui dit qu'il lui a manqué. Jinya retire sa main, mais Natsu insiste pour qu'il ne fasse pas ça. Ofu informe alors Jinya de ce qui s'est passé, expliquant que lorsqu'elle a mis le kanzashi sur sa tête, quelque chose d'étrange s'est produit. Natsu a commencé à pleurer et à demander après Jinya. Jinya demande à Natsu de vérifier le kanzashi, et lorsqu'il le tient, Kie et Ofu constate qu'il est tout à fait normal, sans aucun défaut. Kie propose de le briser, mais Jinya refuse. Natsu demande alors à récupérer son kanzashi, et Jinya le lui rend. Natsu le serre contre elle. Zenji arrive alors, surpris par la situation, et tente de l'éloigner de Jinya, mais elle lui crie dessus. Ils se rassemblent tous autour d'une table, et Natsu continue de s'accrocher à Jinya. Zenji commence à se demander ce qui se passe. Il demande à Jinya d'où vient le kanzashi, et Ofu lui répond qu'il vient de Akitsu, fournissant toutes les informations à son sujet. Mais lorsque Jinya dit qu'il veut le retrouver pour lui poser des questions, Zenji révèle qu'Akitsu est mort depuis des décennies. Il explique qu'Akitsu s'était reconverti dans la vente de peignes et de fournitures pour épées, y compris des kanzashi, et qu'il était rare et difficile à trouver. Ofu ajoute que Natsu a dit que l'épingle était une pièce de Somegoro, ce qui pousse Zenji à penser qu'Akitsu est revenu sous forme de démon pour les poursuivre. Kie affirme avoir vu Monsieur Akitsu de ses propres yeux et qu'il est impossible qu'il soit un démon. Jinya croit également Kie, et Zenji est stupéfait que Jinya fasse confiance à Kie, alors qu'il n'a jamais rencontré Akitsu auparavant. Ofu demande ce qu'ils doivent faire maintenant, et tout le monde se sent désespéré. Alors que Jinya s'apprête à partir à la recherche d'Akitsu, Natsu s'accroche fermement à lui pour l'empêcher de bouger. Jinya lui demande de le lâcher, mais elle refuse catégoriquement, disant qu'elle a attendu trop longtemps et qu'elle ne le laissera jamais partir. Jinya lui demande alors pourquoi elle veut être si proche de lui et pourquoi elle l'appelle son frère, avouant qu'il ne comprend rien. Natsu lui répond que c'est comme les oiseaux qui enlacent les fleurs en bloom, qu'elle en est la raison. Elle ajoute qu'elle veut simplement rester à ses côtés, que son souhait s'est enfin réalisé après une longue attente, et qu'elle est maintenant satisfaite. Jinya lui dit alors qu'il va sortir, mais qu'il reviendra vers elle, lui demandant de ne pas s'inquiéter et de l'attendre à cet endroit précis. Lorsqu'il part, tout le monde est surpris par le comportement de Jinya, car il gère la situation avec beaucoup de calme. L'histoire se déplace ensuite au temple, où Jinya commence à poser des questions sur Akitsu dans différents endroits, sans succès. Soudain, Jinya se souvient de ce qui lui est arrivé dans le passé, et lorsqu'il revient au présent, Akitsu apparaît derrière lui. Il lui dit qu'il est sûr qu'ils auront une belle lune ce soir et qu'il adore boire du saké lors de telles soirées. Jinya lui demande s'il a besoin de quelque chose, ne réalisant pas encore qu'il s'agit d'Akitsu. Ce dernier lui répond qu'il est celui qui est venu le chercher et lui dit qu'il n'y a qu'une seule raison pour qu'un démon le recherche. Jinya lui demande alors son nom, et Akitsu révèle son pouvoir démoniaque, affirmant s'appeler Akitsu, et dévoile une meute de chiens à travers son pouvoir. Akitsu ordonne immédiatement à ses chiens esprits d'attaquer Jinya, qui tranche facilement l'un d'eux. Le chien disparaît après avoir été coupé, mais Akitsu dit à Jinya que cela ne suffira pas à les arrêter. En quelques secondes, le chien vaincu réapparaît dans un brouillard noir et attaque Jinya par derrière, tandis que les deux autres chiens bondissent sur lui de chaque côté. Il les tranche tous rapidement, mais les chiens se régénèrent à nouveau, et Jinya décide de changer de stratégie. Il utilise son pouvoir d'invisibilité, ce qui surprend Akitsu, qui pense que c'est sa véritable capacité. Cependant, cela s'avère inutile face au sens aiguisé des chiens esprits, qui continuent de poursuivre et d'attaquer Jinya même s'ils ne peuvent pas le voir. Jinya annule son invisibilité, et Akitsu se moque de lui pour avoir une capacité inutile. Jinya acquiesce et dit qu'il doit changer de plan. Akitsu n'a même pas le temps de comprendre ce qu'il veut dire que Jinya active une autre capacité,
se précipitant vers lui pour lui asséner un coup de poing qui l'envoie valser. Avant qu'Akitsu ne se relève, Jinya est déjà sur lui. Akitsu lui demande comment il peut avoir de pouvoir, mais Jinya pointe son épée sur lui et le frappe. Cependant, cela n'inflige aucun dégât, car Jinya a attaqué une illusion créée par Akitsu. Pendant que Jinya reste là, confus, les chiens esprits l'attaquent et parviennent à le clouer au sol. Akitsu pense qu'il a gagné et décide de rentrer chez lui. Mais soudain, Jinya se relève et déclare que ces chiens esprits étaient aussi puissants que des démons de haut niveau. Akitsu est choqué de le voir vivant après une telle attaque. Il apprend vite que Jinya a absorbé ces chiens esprits grâce à son pouvoir originel. Jinya envoie les chiens après Akitsu, qui panique. Il essaie de s'enfuir, mais les chiens le coincent rapidement. Jinya lui dit alors de parler s'il veut vivre un jour de plus. Akitsu, surpris, demande s'il ne va vraiment pas le tuer, et Jinya répond qu'il a besoin de réponses à certaines questions et qu'il est prêt à lui laisser la vie sauve pour cela. Akitsu accepte de coopérer mais demande à Jinya de rappeler les chiens esprits d'abord, car ils lui font peur. Jinya accepte et rappelle les chiens. Akitsu lui demande s'il est vraiment aussi naïf tout le temps. Jinya est convaincu qu'Akitsu ne ment pas, et celui-ci soupire en réponse. Il demande ensuite à récupérer ses animaux d'abord et va ramasser des jouets pour chiens sur le sol. Jinya, curieux, demande ce que c'est, et Akitsu explique que, tout comme les émotions négatives puissantes transforment les gens en démons, il a le pouvoir d'insuffler des émotions dans des objets pour les transformer en esprits ou en démons. Jinya lui demande alors pourquoi il s'est appelé Akitsutsu III plus tôt, pensant qu'il vient peut-être d'une famille d'exorcistes. Akitsu répond qu'il n'est pas un exorciste. Il explique que les pouvoirs des exorcistes se transmettent par la génétique, mais ce n'est pas son cas. Somegoro Akitsu était un artisan ordinaire, mais si talentueux que tout ce qu'il fabriquait finissait par avoir une âme. Il a travaillé dur pour créer une technique permettant d'utiliser ses esprits pour transformer des objets en animaux de compagnie ou en armes, devenant ainsi un exorciste combattant les fantômes. À sa retraite, il a transmis son nom et sa technique à son meilleur élève. Il demande ensuite à Jinya ce qu'il veut savoir. Jinya lui parle du comportement étrange de Natsu depuis qu'il lui a vendu une épingle à cheveux la veille. Akitsu affirme que l'épingle était un simple accessoire, puis promet d'aider Jinya avec ce problème s'il range son épée. Jinya décide de lui faire confiance, n'ayant pas d'autre option, et retourne à la boutique où Natsu l'attend avec impatience. Toujours rêveuse et éperdument admirative, elle accepte joyeusement quand il lui propose d'aller se promener. Natsu s'accroche à lui, l'appelant grand frère à chaque phrase. Jinya lui confie qu'il se sent vulnérable quand on l'appelle ainsi à cause de son passé. Ému, il raconte qu'il n'a pas pu protéger ceux qu'il aimait et qu'il a brisé la promesse faite à sa sœur la nuit où ils se sont enfuis de chez eux. Il se sent pathétique et inutile, disant qu'il ne mérite pas d'être appelé grand frère. Mais Natsu n'est pas d'accord. Elle dit qu'il n'y a pas de raison profonde derrière les liens entre frères et sœurs, et qu'il est son grand frère simplement parce qu'il l'est. Elle affirme que ces liens ne peuvent jamais être complètement rompus, quoi qu'il arrive. Tout comme elle a trouvé son chemin vers lui, il trouvera un jour un endroit qu'il pourra appeler foyer. Jinya pense que c'est impossible pour lui, mais Natsu insiste, disant que c'est le but de la vie de chacun. Elle lui assure qu'il trouvera sa voie un jour, et Jinya la remercie pour ses paroles réconfortantes. Pour la remercier, il sort un grattoir à cheveux que Sada lui avait donné. En voyant cela, Natsu se met immédiatement à pleurer, comme si c'était ce qu'elle attendait depuis toujours. Plus tôt ce jour-là, Akitsu avait remarqué le grattoir sur Jinya et lui avait conseillé de le donner à Natsu, car cela résoudrait tous ses problèmes. Il avait raison. Natsu dit qu'après tout ce temps, elle peut enfin obtenir ce qu'elle veut. Elle prend le grattoir et sort également son épingle à cheveux. À ce moment précis, un coucou se met à chanter, et lorsque Natsu tient les deux objets près d'elle, il commence à briller. La lumière dans sa main prend la forme d'un petit moineau doré qui s'envole. L'instant d'après, Natsu s'effondre dans les bras de Jinya. Akitsu arrive alors et explique à Jinya ce qui vient de se passer. Il dit que si les épingles à cheveux servent à maintenir les cheveux en place, le grattoir sert à les coiffer ou à gratter le cuir chevelu sans déranger la coiffure. En ce sens, ils vont toujours par paire. L'épingle que Akitsu a vendue à Natsu et le grattoir que Jinya possédait ont tous deux été créés par Somegoro Akitsu. Comme ils ont développé un esprit grâce à son talent, ils se considéraient comme frères et sœurs. Akitsu pense que l'épingle a possédé Natsu et a reconnu le grattoir que Jinya portait, ce qui l'a poussé à agir comme s'il était son grand frère. C'est pourquoi, lorsqu'ils ont été réunis, ils ont quitté le monde ensemble, libérant Natsu de la possession. Jinya trouve l'histoire crédible, mais il pense qu'il y a autre chose. Il croit que l'épingle portait les émotions fortes de son ancienne propriétaire, qui désirait ardemment être avec son frère, ce qui explique pourquoi Natsu le considérait comme son grand frère. Akitsu rit de cette théorie, disant que ce serait une sacrée coïncidence si Jinya ressemblait au frère de l'ancienne propriétaire de l'épingle. Il ajoute que l'épingle avait un motif de coucou et le grattoir des fleurs de glycine, appelés frères et sœurs du printemps dans un ancien poème. Cependant, il dit que peu importe quelle théorie est vraie, car au final, les deux esprits frères et sœurs se sont retrouvés. Jinya acquiesce, mais demande où les esprits se sont envolés.
Akitsu répond qu'il pense que nos émotions finissent toujours par aller là où l'on se sent chez soi. Puisque les esprits étaient faits d'émotions, ils sont peut-être allés à l'endroit qu'ils considèrent comme leur foyer. Sur ce, Akitsu se lève pour rentrer chez lui, et Jinya lui demande s'il va vraiment le laisser partir, même s'il est un démon sous forme humaine. Akitsu répond qu'il a déjà laissé Ofu partir malgré qu'elle soit un démon, donc il n'a aucun problème à laisser un autre démon non nuisible en liberté. Il dit qu'il est peut-être un chaman et un mercenaire qui combat les démons pour de l'argent, mais qu'il n'a rien contre ceux qui ne veulent pas faire de mal aux humains. Cependant, il avertit Jinya que, peu importe sa bonté ou le nombre de personnes qu'il sauve, les humains finiront par s'en prendre à lui parce qu'il est un démon. Le lendemain, Natsu a retrouvé tous ses esprits, et Zenji est vraiment heureux de l'apprendre. Cependant, il se demande pourquoi elle semble si sombre et distante. Ofu explique que c'est parce qu'elle se souvient clairement de tout ce qui s'est passé la veille. Zenji comprend que se comporter comme une petite sœur collante peut embarrasser n'importe qui, ce qui énerve beaucoup Natsu. À ce moment, Sada arrive avec du thé et dit à Natsu de commander ce qu'elle veut, car c'est offert aujourd'hui. Elle est ravie d'entendre ça, mais quand Sada mentionne que Jinya n'est pas venu à la boutique aujourd'hui, Natsu rougit, se demandant comment elle va pouvoir l'affronter après son comportement de la veille. Pendant ce temps, alors que Jinya marche dans la ville, il croise Utaka, l'informatrice, qui lui dit qu'elle a des rumeurs pour lui. Jinya est plus qu'heureux de l'écouter, car chasser des démons lui permettra de se vider l'esprit. Soudain, il entend un coucou chanter. Yotaka lui dit que l'oiseau est apparu près de chez elle ce matin et l'a réveillée. Jinya réalise alors que les esprits des frères et sœurs ont trouvé leur foyer à ses côtés. Nous sommes transportés en 2009, dans un ancien temple paisible en pleine saison d'automne, où une mère et sa fille ramassent les feuilles dorées tombées dans la cour. Il n'y a pas de cerf doré égaré, seulement le soupir d'une jeune fille nommée Miyaka, qui se plaint d'être forcée de suivre la voie des prêtresses et de devoir porter une tenue de cérémonie qui lui semble assez étrange. Miyaka craint que si ses camarades de classe la voyaient ainsi, ils se moqueraient d'elle sans arrêt. Sa mère lui explique doucement que les femmes nées dans ce temple ont toute la responsabilité de préserver les traditions. Bien que personne ne sache exactement pourquoi, selon elle, l'essentiel ne réside pas dans les apparences, mais dans les pensées transmises par les générations précédentes. C'est cela qu'il faut préserver et ne pas laisser se perdre au fil des années. Après avoir donné ses conseils, la mère s'en va préparer le repas. À ce moment-là, un jeune homme à l'apparence moderne, vêtu d'un uniforme scolaire et avec une coupe de cheveux soignée, apparaît soudainement. Il demande à Miyaka si elle est la prêtresse de ce lieu, mais elle lui répond qu'elle est Itsuki Hime. L'appellation de prêtresse, selon l'ancienne coutume du temple Jin, et le nom Jinya, lorsqu'il résonne, émeut le jeune homme au point de le faire pleurer. Car il réalise soudain que cet endroit est le lien avec des souvenirs perdus. Il ne pose pas d'autres questions, se contente de s'incliner pour la remercier et s'en va, laissant Miyaka perplexe, ne comprenant pas ce qui vient de se passer. La scène suivante nous ramène à l'école, où Miyaka est ravie de pouvoir continuer à étudier avec sa meilleure amie. Alors qu'elle saute de joie, elle aperçoit soudain une silhouette familière passer devant elle, c'est le jeune homme étrange qu'elle a rencontré la veille. Elle ne s'attendait pas à ce que le destin les réunisse à nouveau dans le même lieu. Quelque temps plus tard, dans l'auditorium d'un lycée, les élèves se rassemblent pour assister à une représentation théâtrale classique intitulée La courtisane sous la pluie. Cette pièce est basée sur les journaux intimes d'une courtisane de l'époque Edo, souvent appelée Jotaka. Dans le contexte social de l'époque, de nombreuses courtisanes étaient issues de familles de samouraïs ou de marchands tombés dans des situations désespérées à cause de revers familiaux, et tenir un journal était devenu pour elles une manière courante de consigner leur vie. La représentation commence par une introduction solennelle racontant l'histoire d'un samouraï dont le mariage arrangé visait à sauver son clan en déclin. Cependant, la jeune fille qu'il devait épouser, issue d'une famille de samouraïs, se montre si indifférente qu'elle blesse le samouraï, qui finit par annuler les fiançailles. La famille de la jeune fille s'effondre peu à peu, son père meurt dans le désespoir, et sa mère se perd dans des ressentiments incessants. L'héroïne réalise qu'il n'y a jamais eu de véritable lien entre eux, et lorsqu'il n'y a plus personne pour prononcer son nom, elle ne voit plus l'utilité de s'accrocher à une identité. Cet état d'esprit se mêle au décor de la scène alors que le rideau s'ouvre lentement, révélant une pluie nocturne qui commence à tomber. Par une nuit pluvieuse, Miura Naotsugo se retrouve à s'abriter de la pluie aux côtés d'une courtisane. Sa première impression est une forte attirance pour son apparence et son aura. Cependant, cette femme, une courtisane expérimentée, reste impassible, ce qui trouble Naotsugo et le pousse à s'excuser précipitamment. Voyant que la pluie ne s'arrête pas, elle décide de partir malgré tout. Mais avant de s'en aller, Naotsugo la rappelle juste pour lui demander son nom. Elle se présente comme Jotaka et considère que ce nom simple suffit pour qu'on se souvienne d'elle. Son image, accompagnée d'un sourire flou dans la nuit, donne à Naotsugo l'impression d'avoir rencontré une personne venue d'un autre monde. Cette même nuit pluvieuse, Naotsugo remarque une silhouette apparaître près d'eux. La réaction de Jotaka révèle qu'il s'agit d'une vieille connaissance, et son regard, mêlé de familiarité et de peur non dissimulée, trahit un mélange d'émotions. Ce détail pousse Naotsugo à commencer à suspecter une relation complexe entre eux.
Le lendemain matin, Naotsugo se rend dans un restaurant de nouilles familier pour rencontrer Jinya. Au cours de leur conversation, Jinya évoque la forte pluie de la veille et raconte leur soirée de beuverie dans un bar. Selon lui, ils ont beaucoup bu, et Jinya a bu sans s'arrêter, au point qu'Ofu a dû intervenir pour le réprimander. Malgré cela, la soirée a été agréable jusqu'à leur séparation, lorsqu'ils ont été surpris par une pluie torrentielle. Par la même occasion, Naotsugo demande des nouvelles du projet de Jinya de chercher un emploi. Jinya confirme et ajoute qu'en raison des rumeurs récentes sur des démons, il prévoit de retourner à Asakusa ce soir-là pour enquêter. Sous la nuit tombante à Asakusa, Naotsugo retourne une fois de plus à l'endroit où il s'était abrité de la pluie. Quelque chose semble le pousser à revenir, bien qu'il ne sache pas exactement ce qu'il espère trouver. Là, Jotaka réapparaît avec son parapluie familier, et leur seconde rencontre se déroule dans une atmosphère empreinte de silence et d'incertitude. Nao est toujours hanté par la silhouette mystérieuse de la veille, mais lorsqu'il en reparle, Jotaka se contente de dire qu'il s'agissait d'une vieille connaissance et lui conseille de ne pas se préoccuper des affaires personnelles d'une courtisane. Face à cette prudence, Naotsugo, troublé, avoue que la véritable raison de son retour est son désir de la revoir. Bien qu'elle plaisante d'abord, Jotaka perçoit rapidement la sincérité dans le regard du jeune homme, ce qui la pousse à réfléchir sur cet homme étrange. Peu après, la silhouette réapparaît. Les yeux de Jotaka trahissent un mélange de familiarité et de peur évidente, ses épaules tremblent légèrement, et Naotsugo, par réflexe, s'avance pour la protéger. Ce geste fait immédiatement disparaître la silhouette, ramenant le calme dans l'espace. Le lendemain matin, Jinya se rend au restaurant de nouilles, l'air abattu. Il raconte avoir manqué une rare opportunité de capturer un démon, une créature qui n'apparaît que les nuits pluvieuses. Cet échec le remplit de regrets. À ce moment-là, Naotsugo entre dans le restaurant et s'adresse à Jinya et Ofu pour demander des conseils sur une affaire de cœur. Il avoue être tombé sous le charme d'une femme, ce qui surprend tout le monde, notamment Zenji, qui pensait que Naotsugo ne cherchait qu'un divertissement passager après leur soirée arrosée. En réalité, Naotsugo souhaite impressionner cette femme par tous les moyens. Zenji propose rapidement un plan de héros sauvant la belle, il suggère de mettre en scène une attaque de voyous contre Jotaka pour que Naotsugo puisse intervenir. Mais cette idée est vite rejetée, jugée trop cliché et irréaliste. À la place, le patron du restaurant donne un conseil sincère, pour conquérir le cœur de quelqu'un, il faut du temps pour que les deux personnes se comprennent vraiment. Il cite l'exemple de son propre grand-père, qui a passé des décennies à poursuivre un amour véritable. Naotsugo écoute attentivement et décide de continuer à attendre patiemment au même endroit, espérant qu'un jour cette femme viendra à lui d'elle-même. Il remercie tout le monde avant de quitter le restaurant. L'atmosphère devient soudain pesante lorsqu'Ofu souligne un détail étrange. Selon les récits de Naotsugo et Jinya, leurs événements se sont déroulés sous la pluie, mais en réalité, le ciel était complètement dégagé ces 2 derniers jours, sans une seule goutte de pluie. L'histoire passe alors au point de vue de Jotaka, cette femme marquée par son destin de courtisane, issue d'une lignée de samouraïs. Elle médite sur le fait que les gens ne perçoivent que ce qui est visible à leurs yeux, mais que ce qui n'est pas vu n'est pas forcément inexistant. Bien qu'elle en soit consciente, cette nuit-là, elle attend dans une pluie imaginaire au même endroit, pour finalement être déçue de ne pas voir Naotsugo apparaître. Les souvenirs du passé ressurgissent avec le vent froid. La seule chose qu'elle n'a pas réussi à abandonner est son frère aîné, qu'il aimait comme une véritable petite sœur. À cet instant, la silhouette de son passé réapparaît soudain devant elle, accompagnée d'un son vague, comme un appel venu de l'au-delà. Pendant un moment, elle se dit que c'est impossible, mais la sensation est trop réelle. Un avertissement indistinct lui parvient, lui demandant de ne pas regarder, mais il est trop tard. Naotsugo arrive précipitamment et s'inquiète en voyant Jotaka trembler. Elle insiste sur le fait qu'elle a vu son ancien amour, celui que son cœur n'a jamais oublié. Naotsugo commence à réaliser que cet endroit est véritablement hanté par des esprits qui troublent les perceptions humaines. La silhouette que Jotaka a reconnue n'est peut-être pas son ancien amour, mais une entité maléfique. Il dégaine son épée et affronte l'ennemi dans un combat intense. Bien qu'il ne possède pas les pouvoirs extraordinaires de Jinya, les compétences de Naotsugo en escrime lui permettent de tenir bon. Cependant, c'est Jinya, apparaissant soudainement, qui porte le coup fatal et terrasse le démon. Jotaka se précipite vers Naotsugo, épuisé, à la fois inquiète et ému par le courage de cet homme. Jinya en profite pour expliquer que la créature qu'ils viennent de combattre n'était pas un démon complet, mais une sorte de demi-âme formée par des regrets non résolus. Cette entité avait la capacité de refléter les douleurs enfouies dans le cœur de ceux qui la regardaient. C'est pourquoi Jotaka a vu son ancien amour, et Naotsugo, son frère. Lorsque le rideau de la scène se ferme, le public est ramené à la réalité. Miyaka s'est endormi pendant toute la représentation. Son ami promet de l'aider à rédiger son compte-rendu. En échange, Miyaka lui offre une barre de chocolat en guise de remerciement. L'après-midi suivant, Kaoru apporte l'essai à Miyaka. En rencontrant Jinya, Kaoru en profite pour partager ses impressions sur la pièce. Il n'est pas satisfait de la manière dont le personnage de Jinya est dépeint comme faible,
alors qu'il est clairement celui qui a terrassé le démon. Mais Jotaka aimait Naotsugo, il est donc logique qu'elle ait embelli l'image de son amant. Par ailleurs, Kaoru est particulièrement impressionnée par le détail de Jotaka, bien qu'elle sache que l'ami de son mari était un démon, elle a choisi de garder le silence et de dissimuler la vérité. Tout le groupe d'amis est captivé et décide finalement de chercher le roman original pour en lire davantage. L'un d'eux exprime même le souhait de lire de ses propres mains les mémoires authentiques de Jotaka, pour mieux comprendre sa vision du samouraï d'autrefois. Par une nuit d'hiver enneigée, Jinya se tient au milieu d'une maison détruite. Autour de lui gise le corps d'une créature monstrueuse et des flaques de sang. Il reste immobile, contemplant le monstre qu'il vient de terrasser, réfléchissant à la lame de son épée tachée de sang et à son âme tourmentée. La scène se termine par une douce lueur de petites fleurs bleu clair qui s'épanouissent dans l'obscurité. Le protagoniste rencontre ensuite un vieil homme à l'extérieur de la maison, en pleine nuit. Le vieillard le remercie et lui remet une petite bourse, probablement une récompense. Il raconte l'histoire de son défunt maître, qui appréciait les plaisirs raffinés comme contempler la lune et boire. Le vieil homme suggère que si une tombe est construite et qu'on y offre du vin, son maître en serait ravi. Le protagoniste se remémore alors sa famille dans une pièce délabrée. Il se souvient d'un moment chaleureux, entendant les voix d'une femme et d'un vieil homme. La femme réprimande l'homme pour avoir bu, mais il insiste, disant que c'est un rare jour de repos. Le protagoniste esquisse un sourire doux en repensant à ce moment. Ensuite, le protagoniste et une femme se promènent en ville. Ils discutent de la disparition de personnes dans le domaine et de l'apparition de monstres. En passant devant une boutique de saké, le commerçant vante une boisson spéciale appelée Yukino Nagori. La femme propose de l'essayer, mais le protagoniste décline, préférant éviter la foule bruyante. Plus tard, dans une taverne, le protagoniste, une jeune femme et un autre homme participent à une célébration. Zenji, une connaissance, arrive en retard et annonce qu'il a été nommé gérant de Sugeya. Tout le monde acclame sa promotion, montrant une camaraderie, bien que la jeune femme soit agacée par l'attitude vantarde de Zenji. La scène suivante se déroule lors d'un dîner convivial autour d'un hot pot. Un vieil homme sert un pot parfumé de hot pot au poulet cham, qui émeut et ravit les convives par ce repas spécial. Une jeune femme en kimono propose du saké, et l'homme à la coiffure chage, réalisant qu'il s'agit de Kudarak, un saké haut de gamme, est surpris et touché. L'atmosphère devient chaleureuse et intime. Plus tard, Zenji sort une bouteille de saké Yukino Nagori, précisant qu'il est meilleur lorsqu'il est servi froid. Sans tarder, Natsu verse soigneusement le saké pour lui, ce qui le rend ému. Il la taquine sur son caractère d'autrefois. Le groupe poursuit une conversation agréable, mais un autre homme goûte le saké et se plaint de son goût désagréable. Jinya, l'hôte, remarque calmement que le saké n'est pas mauvais, juste un peu trop léger. Le groupe décide de revenir au saké initial, et l'ambiance joyeuse reprend. Cependant, un flashback change l'atmosphère pour un ton froid et désolé, montrant Jinya assis seul dans une pièce vide avec une bouteille de Yukino Nagori. Un autre flashback révèle une dispute houleuse entre les parents de Jinya, son père buvant. Jinya marche seul dans une ruelle froide, en contraste frappant avec la chaleur de la réunion précédente. Jinya rencontre une femme nommée Jotaka sur un pont, par une nuit enneigée. Elle partage d'étranges rumeurs sur des monstres et l'inquiétude des habitants, liant cela à l'événement du navire noir, une référence historique à l'arrivée de la marine américaine au Japon. Jotaka mentionne que le Yukino Nagori se vend rapidement à cause de l'agitation. Jinya lui demande d'enquêter sur les origines du saké. Dans les derniers instants, Jinya avertit Jotaka de ne pas prendre de risques, car quelqu'un lui en voudrait si elle était blessée. La scène se termine avec une légère chute de neige et le départ de Jotaka, laissant Jinya seul. Dans une autre scène, une femme marche dans la neige, créant une atmosphère froide et solitaire qui annonce des troubles à venir. L'histoire se poursuit dans une pièce traditionnelle japonaise, où un homme aux cheveux noirs, vêtu de vêtements sombres, est assis près d'un foyer. Une jeune femme nommée Natsu, en kimono, entre joyeusement et le salue. Quand il lui demande comment elle l'a trouvé, Natsu explique que c'est Tofu qui l'a guidé, ajoutant que son endroit est très proche de Kie. Soudain, des cris et des disputes bruyantes venant de l'extérieur la surprennent. L'homme explique que ce sont les voisins, un père et son fils, probablement ivres. Natsu s'inquiète en entendant parler d'alcool, et l'homme lui demande ce qui l'amène. Elle répond qu'elle a besoin de son aide. Natsu explique que Zenji, une connaissance commune, néglige son travail, passant son temps à boire dans un bar à Naambasha, malgré sa récente promotion. Elle dit qu'il boit jour et nuit, et que son père ne peut plus l'ignorer. Elle demande à l'homme de l'accompagner au bar, car elle a peur d'y aller seule. L'homme accepte de l'accompagner sans rien demander en retour. Ils arrivent dans un bar bruyant et animé. Un homme ivre invite Natsu, mais elle l'ignore et cherche Zenji, le réprimandant pour avoir négligé son bar pour boire. Zenji, moqueur, l'appelle toutou et la critique, disant qu'elle n'est pas attirante. Natsu, furieuse, crie son nom alors qu'il continue de l'insulter. L'homme qui accompagne Natsu intervient, disant à Zenji qu'il est allé trop loin. Enragé, Zenji se lève et attaque. Natsu tente de l'arrêter, mais Zenji l'ignore et s'en prend à l'homme.
Ce dernier esquive facilement le coup et met Zenji à terre, déclarant que si l'alcool est une indulgence acceptable, le désordre ivre est honteux. Une grande bagarre éclate alors que d'autres personnes dans le bar les encerclent. Jinya, l'homme, utilise un pouvoir spécial, libérant des étincelles électriques de ses mains, et vainc rapidement tous ses adversaires. Après le combat, Natsu se précipite vers Zenji, inconscient. Jinya la rassure, disant qu'il est juste assommé. Quand Natsu remercie Jinya, il répond qu'il a reçu un peu d'aide. Il s'agit d'un homme portant un chapeau de paille, Akitsu Somegoro. La scène passe à une pièce où Zenji est allongé sur un lit, se réveillant de son ivresse, l'air douloureux et plein de remords. Natsu est assise à côté de lui, veillant sur lui. Zenji essaie de se redresser et s'excuse. Natsu remarque que Jinya aurait dû être plus doux, et Zenji continue de s'excuser pour ses paroles dures envers elle. Un vieil homme, peut-être le patron, apparaît et avertit le jeune homme de ne pas répéter ses actions. Après le départ du patron, le jeune homme semble désespéré, et la femme continue de l'encourager, disant que s'il travaille dur, les choses s'amélioreront. Ensuite, la scène passe à deux hommes discutant au coucher du soleil. Ils parlent d'une affaire étrange impliquant plusieurs meurtres, tous liés à un saké rare d'Edeto appelé Yukino Nagori. L'homme aux cheveux en désordre enquête sur les origines de ce saké. Il marche dans une ruelle enneigée la nuit et arrive dans une boutique où il découvre des taches de sang sur le sol. À l'intérieur, il trouve une scène chaotique avec des bouteilles de saké brisées et le commerçant mort. L'homme aux cheveux soignés reconnaît le commerçant comme quelqu'un qu'il avait rencontré plus tôt. L'homme aux cheveux en désordre analyse la scène, suggérant que le tueur a agi dans une rage de frustration après ne pas avoir trouvé ce qu'il cherchait. Il pointe une étagère inhabituellement propre et en déduit que le tueur a finalement trouvé ce qu'il voulait et l'a pris avec soin, c'était le saké Yukino Nagori. L'homme aux cheveux en désordre utilise un charme en papier, un shikigami en forme d'hirondelle, qui émet de l'électricité bleue et s'envole. Il les conduit à un groupe de démons. L'homme aux cheveux soignés dégaine rapidement son épée et les élimine.